C'est rare qu'on soit le seul sur la planète à avoir une bonne idée. L'idée, c'est bien, le reste, ça va être de l'exécution. Le besoin était tellement là, comprendre qu'on a touché quelque chose qui est très profond. Cofondateur de Lydia Solutions, plus de 250 salariés, plus d'1 milliard de valorisation, plus de 7 millions d'utilisateurs actifs en France. Être capable de délivrer une expérience exceptionnelle, une valeur ajoutée en étant 100% des ressources intellectuelles, c'est-à-dire l'hyper-concentration sur un service. Pour être capable d'être toujours agile, de délivrer toujours la meilleure valeur, il faut tout remettre en question régulièrement, y compris ce qui fonctionne. Parce que les paramètres environnementaux évoluent, et donc si ce qui est possible change, demain je vais me faire dépasser par quelqu'un qui va utiliser des nouvelles possibilités pour aller plus vite que moi. Bien comprendre ce que font ses concurrents, c'est indispensable. Sinon on est mort. Il y a une chose qu'il ne faut jamais faire. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le Déclic. Encore une fois, très bien accompagné. Je suis avec Cyril Chiche. Comment tu vas ? Bonjour, ça va bien, merci. Merci d'être là. C'est super plaisir de pouvoir faire cet épisode avec toi. Je vais te présenter rapidement, comme j'ai l'habitude de le faire. Je n'impose pas cette lourde tâche fastidieuse que de se présenter soi-même. Donc Cyril Chiche, cofondateur et président de Lydia Solutions, l'entreprise qui redéfinit les services financiers en France depuis maintenant 12 ans grâce à des applications comme Lydia et Sumeria. Plus de 250 salariés, plus d'1 milliard de valorisation, plus de 7 millions d'utilisateurs actifs en France, dont 2 millions de comptes bancaires avec Sumeria. Lydia, de simple application peer-to-peer en 2013 à une licorne bancaire en 2021 après une levée de fonds de 100 millions de dollars. Tu es également vice-président de French FinTech, acteur clé dans la promotion de l'écosystème FinTech français. Pour ne citer que ça, il y a encore énormément de choses qu'on va pouvoir évoquer et voir en détail. Sacré parcours. Ma question pour commencer, à quel moment tu t'es dit « je dois créer Lydia » ? Alors d'abord, tu as bien fait de faire toi cette introduction parce que franchement, elle m'aurait été pénible. C'est pas très bon pour l'humilité, quoi. En tout cas, je l'aurais pas faite comme ça. Ça aurait été trop dur. À quel moment je me suis dit il faut que je crée Lydia ? En fait, je me suis jamais dit il faut que je crée Lydia. D'accord. J'ai fait d'abord pendant à peu près 15 ans un parcours dans le commerce, le marketing, puis des fonctions un peu plus de direction dans des jeunes entreprises qu'on n'appelait pas des startups, mais qui étaient des entreprises tech dans des sujets de stockage, sauvegarde, archivage pour les grands data centers. Donc du grand B2B qui est intéressant, très excitant d'un point de vue commercial, parce que c'est des ventes complexes. Mais au bout d'un certain temps, j'avais fait un peu le tour du sujet et la partie marketing qui datait de mes études, qui était en moi, me disait fais quelque chose dans le B2C, quelque chose où quand tu prends une décision, ça répond immédiatement. Et ça, c'est vrai que le grand B2B, ça prend des années, il y a des appels d'offres. Et là, on est en 2010 et je commence à réfléchir à peu près à ce que je peux faire. Et c'est aussi le moment où émerge non seulement l'iPhone, mais ça c'est déjà depuis quelques années, et j'ai eu la chance d'avoir le premier iPhone le premier jour où c'est sorti. J'ai un pote qui me l'a ramené de New York, et c'était assez évident pour moi que cette interface allait tout redéfinir dans nos interactions du quotidien, tous les services, mais 2 ans après sort avec l'iPhone 3 GS, l'App Store, et dans l'App Store, c'est un nouveau monde qui s'ouvre à tout le monde pour effectivement utiliser cette interface pour recréer tous les services qu'on utilise chaque jour. Et là, ça commence à prendre forme dans ma tête que finalement, ce projet B2C va être une app. Et vraiment, ça aurait pu être n'importe quoi, jusqu'au jour où je me rends compte qu'au Kenya, qui est un pays où les gens ne sont pas bancarisés à l'époque, toujours en 2010, et où les smartphones sont quasiment inexistants, les gens payent avec leur téléphone de manière massive. L'usage a été adopté de manière massive. Et soudainement, je me souviens que depuis des années, chez nous, en Europe, on nous explique que l'an prochain va être l'année du paiement mobile. Mais ça fait 10 ans que c'est l'an prochain, quoi. Et ça n'arrive pas et personne ne le fait autour de moi. Et là, d'un coup, commence à se cristalliser l'idée que si je pouvais créer un système de paiement par mobile, et bien sûr qu'il soit adopté, alors quel sujet extraordinaire, parce qu'il y a peu de services qui sont autant au centre du quotidien, de notre quotidien, que le paiement. Et donc, voilà, ça commence à germer et je commence à réfléchir à la possibilité de faire ça de manière très naïve, puisque j'ai pas de compétences tech et pas non plus du tout de compétences bancaires ou monéticiennes d'un système de paiement. Et donc, c'est quand même assez théorique
à ce moment-là, ça va prendre du temps pour mûrir un peu, jusqu'à la rencontre avec celui qui va être le cofondateur de cette aventure, et qui est quelqu'un qui n'avait pas non plus du tout de compétences sur ces sujets-là, mais par contre qui était quelqu'un de produit et de tech extrêmement brillant, qu'il est toujours, Antoine Porte. Et à ce moment-là, on va se mettre tous les deux en action, chercher la faisabilité, les impossibilités, et aussi notre complémentarité, la pertinence de notre association, puisqu'on va prendre des décisions assez peu recommandables, comme créer une entreprise 50-50, et on va le faire vraiment très détente, et encore aujourd'hui, on est très détente avec ça. Voilà, donc c'est ce cheminement-là qui a amené petit à petit à l'idée de se dire, tiens, créons un système de paiement par mobile. Mais à aucun moment, je me suis dit, ça y est, je suis frappé par la grâce. Un matin, en me réveillant, la lumière est tombée sur moi. Je vais changer la manière dont les gens payent. Il se passe combien de temps entre le moment où tu as cette idée initiale, si j'ose dire, tu rencontres ton associé et vous créez le premier MVP, on va dire, go-to-market, si on peut utiliser des termes plus tech, start-up, et que vous êtes lancé? Alors, on va dire un peu plus d'1 an. D'accord. Mais il y a plusieurs phases. Donc, il y a la première phase qui est moi tout seul dans ma tête qui réfléchit, qui regarde ce qui se passe un peu à droite à gauche. Ça, c'est jusqu'en février 2011. Entre février et septembre 2011, donc la rencontre avec Antoine en février, on travaille sur la faisabilité et du projet et de notre association. En septembre, on crée l'entreprise. Et puis après, 6 mois plus tard, on sort un premier projet qui est un système de paiement dans les bars, qui est notre laboratoire, pour des raisons d'exemption, d'agrément qu'on avait trouvé, qui nous permettait d'essayer sans avoir besoin de passer par toute la complexité réglementaire. Et ça a duré 6 mois. C'était vraiment un laboratoire, et une expérience qu'on a appelée Drink on Me, en hommage à un titre des AC/DC dans l'album Back in Black qui s'appelle Have a Drink on Me, c'est ma tournée. Et c'est ça qu'on a fait avec ce produit, c'est la possibilité de payer des tournées dans des bars partenaires avec son téléphone à des potes. Et au départ, quand vous avez cette idée, vous commencez à la mettre en place, etc., vous êtes 2, vous construisez tout de suite une équipe, comment ça se passe? Alors, on est 2, et on ne construit pas tout de suite une équipe pour la bonne et simple raison que c'est une époque où il n'y a pas de distributeur de billets au bout du couloir, et donc il n'y a pas facilement d'argent quand on n'a pas encore commencé quoi que ce soit. Il n'y a pas de pré-seed, il y a déjà à peine du seed et encore vite fait. Donc du financement pré-seed sur une idée et ça n'existe pas. Encore moins en France. Ça existe ailleurs, mais pas en France. Et donc on commence avec nos moyens, c'est-à-dire pas grand-chose. Et quand même, au bout de quelques mois, on embauche un développeur mobile, parce que comme ça va être une app, il faut quand même quelqu'un qui a cette compétence assez rare à l'époque, d'être un développeur mobile, puisque encore l'App Store est neuf, donc il n'y a pas des développeurs mobiles au coin de la rue et tous les 50 mètres. Donc on embauche un premier développeur mobile, Frédéric Charlie, qui est toujours avec nous aujourd'hui, et qui est évidemment un des piliers de cette aventure. Et c'est tout, quoi. On fait ça pendant 1 an, on est tous les 3, et encore Fred a le bon goût d'être peu payé, et nous pas du tout. Jusqu'au moment où on a un début de quelque chose et la certitude d'avoir le setup réglementaire, partenarial nécessaire pour faire ça. On a fait nos tests d'acceptabilité et de technologie avec Drink on Me, et donc on est prêt à lancer Lydia. Et à ce moment-là, on va voir des amis et des amis d'amis, et on leur demande s'ils veulent bien investir dans cette aventure un peu folle de 3 personnes qui n'y connaissent rien et qui vont changer la manière dont les gens payent en utilisant les mobiles. Et on a de la chance d'avoir des bons amis, et des amis qui ont eux-mêmes des bons amis, et donc ils nous confient 600 000 € de leurs économies. Juste en Friends and Family? Oui, surtout Friends en vérité. Ouais. Mais 600 000 € comme ça, qu'est-ce qui fait qu'ils vous alors font confiance? c'est pas comme ça. Hein. On a créé l'entreprise en septembre 2011, et là on est au printemps de 2013. Donc on a déjà montré qu'on savait faire, on a déjà validé la partie faisabilité technique, réglementaire, on a trouvé les partenaires, on est prêt à se lancer, parce qu'on va lancer l'application au grand public en juillet 2013.
D'accord. Donc on n'est vraiment pas loin du lancement. Et c'est à ce moment-là qu'on se dit, OK, là on est suffisamment confiant pour pouvoir demander à des gens qui nous sont proches de venir avec nous dans cette aventure qui n'est pas complètement dans le noir à ce moment-là. Ça fait quand même presque 2 ans qu'on a validé beaucoup d'aspects. 1 an et demi, 2 ans de labeur pour valider tous ces éléments. Là, vous vous sentez prêt. Vous levez des fonds auprès d'un groupe d'amis, 600 000 euros. Ouais. Qu'est-ce que vous en faites? C'est beaucoup, hein. Du marketing? C'est pourquoi? Ouais, c'est beaucoup. Ouais, c'est beaucoup. C'est beaucoup de confiance et c'est beaucoup de responsabilité. Ouais. Et je crois que je peux dire que c'est l'argent qui est le plus difficile à dépenser, celui-là. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est pas leur métier que de prendre des risques avec leur argent, ces gens-là. Il n'y a pas de capitaux risqueurs là-dedans. Donc, c'est vraiment des amis. C'est des gens qui croient en vous, plus que vraiment dans le projet. Il y avait combien de personnes? Une petite dizaine. Okay. Donc c'est quand même des beaux tickets pour chacun d'entre eux. Donc il y a un peu plus, peut-être 12, j'en sais rien. Mais oui, on est dans cette zone-là. C'est des gens qui mettent de l'argent qu'ils ont gagné en travaillant et qui disent, OK, je te confie une part de ce que j'ai gagné moi en travaillant et je crois en toi. À quel point ils croyaient dans le projet, je ne sais pas. Il faut leur demander. Mais ils ont cru en nous. Et donc, maintenant que vous avez ces 600 000 euros, vous êtes prêt à aller sur le marché? Voilà, et donc on ne fait surtout pas du marketing avec, puisque évidemment, on n'a rien prouvé. Et donc, faire du marketing sur quelque chose qui n'existe pas, 600 000 euros en marketing, ça va vite. Et donc, non, on investit dans des hommes, dans des équipes, pour le coup. Quelqu'un qui va faire du commerce, quelqu'un qui va faire du service client, quelqu'un qui va faire le développement, parce que Fred faisait la partie iOS, mais il fallait quelqu'un, maintenant qu'on allait se lancer, qui faisait aussi Android. Voilà, donc on investit dans une équipe, on investit dans des infrastructures, dans des serveurs, dans ce qu'il faut pour faire vraiment ce métier du paiement à une échelle sérieuse. C'est plus un test. C'est quoi les étapes d'après, justement, parce que là, on a le go-to-market. Vous avez constitué une équipe liée à ces fonds. Est-ce que tout de suite, le marché découvre Lydia, adhère, adore et ça part comme une traînée de poudre virale? Ou est-ce qu'il y a des phases où… Ça aurait été tellement bien, n'est-ce pas? Justement, c'est pour ça que je te pose la question, parce que l'histoire est déjà magnifique à raconter, mais en réalité, c'est pas un long fleuve tranquille. Ouais, à l'occurrence, là, c'était vraiment un ruisseau agité. Donc on était loin du fleuve et loin de tranquille, puisque notre idée initiale, c'est on va payer avec son téléphone, et le premier cas d'usage qui nous vient, donc téléphone des deux côtés, QR code comme moyen de communication, parce que 1, c'est gratuit, 2, c'est sécurisé facilement, et 3, c'est disponible sur l'ensemble des smartphones du marché, donc il n'y a pas besoin de technologie compliquée. Et donc on se dit, OK, on va commencer avec le cas d'usage des professionnels, des petits professionnels qui n'acceptent pas la carte à l'époque. Donc les premiers qui viennent, c'est les taxis. Après, il y a les médecins, les kinés, les gens qui se déplacent à domicile, électriciens, plombiers, tout ça. Mais vraiment, le cas d'usage premier sur lequel on s'est concentré, et tout le monde nous disait à l'époque, enfin, quand ils vont accepter, ça va être fou, parce que là, le coup de « non, mais je vous arrête au distributeur de billets », ça y est, quoi. Et donc, on fait ça, et je ne sais pas ce qui nous prend, mais dans notre vraiment pertinence absolue d'entrepreneur, on se dit, comme ça va tellement bien marcher, on va faire une fonctionnalité complémentaire qui est la possibilité de partager entre 2 personnes le montant du taxi. OK. Vraiment, on avait 0 taxi qui avait dit oui, je ne sais pas qu'est-ce qui nous a pris de faire cette fonctionnalité, c'était vraiment stupide, mais comme on était très frais, on l'a faite quand même. Et puis, au mois de juillet 2013, donc on lance l'application dans le store. Et puis, on a donc une personne qui est un commercial. Moi aussi, je suis un peu commercial. Et puis, on s'y met, quoi. On va aller voir des taxis. Mais on va aller voir où? Pas dans la rue. On va à la station de taxi, on tape à la fenêtre. Bonjour, voilà, ça vous intéresse? On a ce nouveau système de paiement. C'est génial, c'est rapide, on vous le fait gratuit. Et évidemment, ils disent non, quoi. Ils disent non quasiment 100%. Alors après, on a des mésaventures, on se dit qu'on va à un endroit où ils sont un peu plus calmes, donc on essaye de se glisser dans la base arrière à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Bon, là, au bout du 3e chauffeur de taxi à qui on parle, on se fait courser. Donc on s'enfuit. Et là, on commence à râler sur les chauffeurs de taxi dont on se dit que c'est vraiment pas des gens sympas. Bon, du coup, on se rapatrie sur des gens vraiment bien sérieux, corrects et tout, notre vision fausse du monde, hein, bien sûr,
qui sont les médecins, et on sait que c'est des gens bien, parce que mes parents sont médecins, les parents d'Antoine Porte sont médecins, il n'y a pas d'embrouille avec les médecins, c'est des gens, ils vont aimer, quoi. Et puis, bien sûr, on se fait jeter comme des malpropres jusqu'à qu'il y en ait un quand même. Alors, encore une fois, on a convaincu 2-3 taxis, 2-3 médecins, c'est pas... Mais par rapport aux efforts déployés, on sentait bien qu'on n'allait pas faire basculer le pays avec ça, quoi. Et puis après, on a fait quoi? Les kinés, à peu près tout ce qu'on a pu pendant 1 mois et demi. Et vraiment, c'était unanime, personne n'en voulait. Pourquoi ils disent tous non? Et il nous a fallu un peu de temps pour comprendre pourquoi. Mais la réalité, c'est qu'ils avaient raison de dire non. C'est juste qu'on était vraiment des grands naïfs. On croyait tellement dans notre projet, on était tellement habités par le sujet, on avait consacré tellement d'efforts qu'on avait omis le fait que pour un professionnel, accepter un moyen de paiement innovant que n'utilise aucun payeur n'a absolument aucun intérêt. Ouais, c'est un peu triste de s'en rendre compte au bout d'1 mois et demi, pas pendant tous ces mois de préparation, mais bon. Et donc là, on était un peu désespérés, et heureusement, parfois la vie met des choses agréables sur le chemin, et là, la chose agréable, c'est Fred qui dit je suis encore toujours un peu prof sur le côté, dans une école de codeurs, si vous voulez, on va voir si par hasard la partie d'échange entre particuliers pourrait pas plaire. Et donc, franchement, on s'apprête à fermer. On n'allait pas dépenser les 600 000 de nos amis et de leurs amis à faire un truc qui était voué à l'échec. Parce qu'on n'avait clairement pas les moyens d'acquérir les payeurs. Et donc on y va, il y a un groupe d'élèves, on parle, on discute, et là, ils sont enthousiastes, absolument pour ce truc-là. Bien sûr, ils ne veulent pas payer, mais ils sont enthousiastes. Au moins quelqu'un qui veut le faire, quoi. Et dans le lot, il y en a un qui lève la main et qui dit, voilà, moi je suis le trésorier du BDE. Est-ce qu'on pourrait utiliser ça pour vendre les places de soirée? Parce que la dernière fois qu'on a fait une soirée, en sortant de la boîte de nuit, on s'est fait braquer la recette. Et là, soudainement, tous les mécanismes commerciaux se mettent en place. On comprend que notre chauffeur de taxi, c'est lui. Et surtout, dans ces business qu'on appelle des business double face, où il y a un système de poule et l'œuf, quoi. Il faut avoir un côté pour avoir l'autre, parce que si vous avez des payeurs sans encaisseurs, ça sert à rien. Si vous avez des encaisseurs sans payeurs, ça sert à rien. Et donc, c'est très difficile de trouver cet équilibre et de monter les deux, en plus avec des moyens limités. Là, on avait une chance extraordinaire. On avait un système fermé, une école, dans laquelle la poule et l'œuf, c'est la même personne. C'est-à-dire, celui qui choisit d'encaisser est aussi un élève. Et pas n'importe quel élève, c'est l'élève le plus populaire du campus, c'est lui qui fait les soirées. Enfin, lui et sa bande du BDE. Et donc là, à ce moment-là, immédiatement, ça s'allume dans notre tête que ça y est, on a trouvé un truc. Et donc, pour sécuriser ce truc, on lui dit, écoute, voilà, c'est pas compliqué, on va te faire un système avec en plus, tu peux vendre des places en ligne, on va te régaler. Okay, tu n'auras plus besoin de rester derrière ta table à la récré pour vendre tes places, on va te le faire en ligne, ça va être vraiment bien, QR code pour scanner à l'entrée de la soirée, QR code de paiement, QR code, tout bien. On va te le faire gratuit, et en plus de ça, on va te donner à toi et tous tes potes là, des pizzas et des bières à volonté. Franchement, ça paraît être un bon deal. Offre irrésistible. Irrésistible, on ne peut pas refuser. Une seule contrepartie, à la prochaine soirée, le seul moyen d'acheter sa place, c'est Lydia. Eux, ils étaient évidemment d'accord. Nous, on était d'accord 1000%. Résultat, au bout de 2 soirées, on avait tout le campus. Je ne crois pas qu'ils voulaient payer avec leur téléphone, mais je crois qu'ils voulaient vraiment aller à la soirée. Et c'est comme ça que c'est parti. Et après, on a fait un campus, 2 campus, 3 campus, 4 campus. Et puis évidemment, les gens qui sont dans les campus, ils étaient avant au lycée ensemble avec d'autres qui étaient dans notre campus, des recommandations. Et c'est un endroit qui est très viral et où on a aussi cet écosystème de gens qui, effectivement, partagent beaucoup de dépenses, soit qui sont colocataires, soit qui ont partagé un taxi, un resto, n'importe quoi, et donc qui ont besoin de se rembourser. Et donc là, on se rend compte qu'à une petite échelle, c'est en train de prendre. Ça fonctionne, et ça fonctionne dans les 2 dimensions. La dimension pour payer un petit pro, l'asso étudiante. Donc, évidemment, on a fait toutes les assos du campus, c'est pas limité au BDE. Mais aussi la dimension entre personnes, le fameux P2P. Et c'est ça qui fait les premières zones d'intense usage et donc de transformation de la manière et d'utiliser son téléphone et de payer. À ce moment-là, quel est le modèle économique, justement? Alors à ce moment-là, il n'y en a pas.
D'accord. Donc, tu as une plateforme, tu as une application, tu la mets à disposition, mais vous ne gagnez pas d'argent. Exact. Et non seulement il n'y en a pas, mais en plus, on n'a aucune idée de ce qu'il va être. Et donc, pour autant, vous êtes corps et âme dans le truc. Ah oui, oui. Et non, mais là, en plus, jour et nuit. Ah oui, oui. Là, en plus, on a passé une autre étape, c'est qu'en plus, là, on va aller lever des fonds. Ouais. Avec cette fameuse ligne de revenus où il y a écrit 0 aussi loin qu'on peut regarder. Alors, ça nous a sauvé beaucoup de questions auxquelles on aurait été embarrassé de répondre, puisque comme il y avait 0, la question ne venait pas. Mais ça nous a aussi fermé beaucoup de portes. Hein. Il y a beaucoup des quelques VC qui étaient disponibles à cette époque-là, qui nous ont dit, bon les gars, quand vous aurez quelque chose de crédible à mettre sur cette ligne, reparlons-nous, mais là, non. Mais il n'y a pas que des gens qui pensent comme ça, il y a aussi des gens qui pensent que être capable de faire changer un usage sur un sujet aussi sensible, être capable de générer de l'adoption là où personne n'a réussi à le faire, être capable de générer de la confiance, parce que c'est un vrai sujet de confiance, l'argent, pour une petite équipe comme ça, et aussi faire fonctionner le système avec un niveau d'intensité qui peut être assez élevé, parce que croyez-le ou pas, même si on ne faisait pas des millions de transactions par jour, la réalité c'est qu'au moment où se fait la vente de ces fameuses places de soirée, sachant qu'il y en a toujours moins que ce qu'il y a d'étudiants, c'est comme les places de concert pour Madonna, quoi. Le taux de connexion simultanée est énorme. Et donc, il faut tenir une charge qui est assez élevée. Et donc, tout ça, c'est des preuves qu'on est capable de faire quelque chose. Et donc, on a trouvé à la fois des gens qui étaient des spécialistes du paiement, qui ont agi comme business angel, des entrepreneurs, mais aussi un premier fonds d'investissement qui, en juillet 2014, se sont dit, OK, ces gens-là ont quelque chose qui est un jour sera monétisable et qui en attendant peut vraiment créer une nouvelle catégorie. Et ils ont investi 3 millions. Donc série A. Ouais. Série A, juillet 2014, 3 millions. Ouais. Ils vous font confiance, pour autant ligne de revenus 0. Ah oui. Modèle économique 0. Peut-être. Uniquement de la conviction en tout cas. Et voilà. Et qu'est-ce que vous faites de ces 3 millions? C'est quoi les prochaines étapes? Est-ce que ça continue la viralité? Comment est-ce que vous avancez? Oui, alors c'est ça qu'on fait, hein. On renforce les équipes, on fait en sorte d'itérer sur le produit, parce qu'on comprend qu'en fait, on ne va pas avoir besoin de dépenser de l'argent en marketing classique, puisqu'on a trouvé un modèle de viralité, et que ce modèle de viralité, il est extrêmement puissant. Encore une fois, tout à l'heure, je te disais que les systèmes de paiement sont d'abord et avant tout des systèmes de confiance. Plus que des systèmes de mouvement d'argent. Le mouvement d'argent est une conséquence de la confiance. Et sans confiance, il n'y a pas de mouvement d'argent. La meilleure illustration que j'ai pour ce point-là, c'est que si j'utilise l'application Lydia pour t'envoyer 20 €, et si tu reçois 20,30 €, moi je suis débité que 20 € et toi tu reçois 20,30 €, très probablement, ni toi ni moi, on ne va jamais utiliser cette application à nouveau. Pourquoi? Parce que le sentiment qui va arriver, c'est cette chose est nouvelle et elle n'est pas fiable. C'est ce qui part et pas ce qui arrive. Et donc cette fois-ci, bon, mais il y a 30 centimes de plus, trop bien, mais la fois d'après, il va se passer quoi? Et donc on ne peut pas faire ça quand on n'a pas une marque, quand on n'a pas une... On peut se tromper quand on est une très grande banque, ça peut arriver, il y a des erreurs sur les comptes, ils les rétablissent, personne ne crie au scandale ou alors pas longtemps. Mais nous, on ne peut pas se permettre ça. Et donc, on a vraiment besoin d'avoir quelque chose qui est extrêmement solide et d'investir à fond là-dedans. Donc, on soigne le produit dans chaque détail, on itère comme des dingues, on parle toute la journée avec ces fameux étudiants sur les campus pour comprendre de quoi ils ont besoin et qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, où est-ce qu'ils ont peur, où est-ce qu'ils sont bloqués, pour s'assurer que la viralité peut fonctionner à plein. Et bien sûr, on investit dans les campus. Parce qu'il y a une chose qu'il ne faut pas croire, c'est que les transactions sont gratuites. Non. Transactions coûtent. C'est pas parce qu'on les facture pas qu'elles coûtent pas. Et donc chaque jour et chaque transaction qui passe nous coûte de l'argent. Donc c'est une partie de ce qu'on fait avec l'argent. On investit dans le fonctionnement, et c'est une forme de marketing. C'est bien que tu le cites ça, parce que on n'y penserait pas, mais vu qu'on se dit juste j'envoie 20, je reçois 20, pour Lydia ça coûte 0. Or finalement, vous payez pour que les gens utilisent votre outil plutôt que d'être payé pour que les gens l'utilisent. Bien sûr. Et ça, c'est hyper intéressant dans une stratégie de pénétration de marché. Et ça explique et justifie aussi pourquoi les boîtes comme celle-ci ont besoin de financement à un certain moment au départ pour pouvoir atteindre un certain palier de maturité
et pour enfin déployer un modèle économique. Oui, et puis il y a un autre aspect qui est important, c'est que tant que je n'ai pas une masse suffisante d'utilisateurs pour prouver que cette chose-là est pérenne, la réalité, c'est que le faire payer est sans doute le meilleur moyen que ça ne décolle pas. Complètement. Et si ça ne décolle pas, finalement, on n'a jamais rien. Parce que je veux bien essayer si c'est gratuit, je veux bien le faire pour prendre la place de soirée, mais en vrai, ce n'est pas les volumes de places de soirée qui vont faire l'affaire, quoi. On comprend bien que ce qui va faire l'affaire, c'est les échanges entre particuliers, parce qu'ils sont infiniment plus nombreux que la fameuse soirée tous les mois et demi ou tous les 2 mois. Complètement. À un moment donné, est-ce que tu as eu peur, ou avec ton associé, vous avez eu peur que soit personne ne veut l'utiliser, Lydia, soit lorsque vous allez mettre le modèle en payant parce que vous avez atteint un certain nombre d'utilisateurs, que ça s'écroule et que ça ne fonctionne pas? Parce que là, vous étiez quand même bien engagé. Les 600 000 euros de vos amis, vous les aviez dépensés. Les 3 millions d'euros du premier round, ils étaient tout ou partie dépensés. Vous étiez déjà engagé dans ce processus. Est-ce qu'à un moment donné, il y a eu des doutes, il y a eu des peurs? Alors, il y a tous les jours des doutes, encore aujourd'hui, mais on n'a jamais eu peur. D'abord parce que la peur est un sentiment qui inhibe, et nous, on ne peut pas être inhibé, quoi. On peut pas s'empêcher d'avancer, on ne peut pas rester gelé, paralysé par la peur. La peur, c'est un sentiment qui est très dangereux. Il faut être attentif, il faut être vigilant, il faut douter, il faut s'interroger, il faut remettre en question, mais il ne faut pas avoir peur. La peur, ça n'aide pas. Ça n'aide pas à prendre des bonnes décisions. Et donc voilà, on a toujours fait ça, et d'un autre côté, on a toujours été extrêmement conscient que pour une entreprise qui ne gagne pas d'argent, le cash est vital. C'est pareil que les utilisateurs. Si on n'en a pas, on est mort. Et donc, on a toujours managé l'entreprise par le cash. Toujours dit, OK, on ne peut jamais se permettre dans une situation où on n'a pas assez de cash devant nous. Donc, on a toujours travaillé comme ça, on a toujours adapté les dépenses, les investissements au cash qui était disponible. On ne s'est jamais dit, on y va plein gaz, ça y est, on a 3 millions, on va les dépenser en 6 mois et ça va être tellement bien ce qu'on va faire avec ces 3 millions en 6 mois que dans 6 mois, ce sera trop facile d'aller en chercher 10. On n'a pas fait ça. On n'a pas fait ça parce qu'on n'était pas certain de notre capacité à faire ce feu d'artifice en 6 mois. Et pour le coup, ceux qui l'ont fait, il y en a quelques-uns qui ont réussi à passer, mais l'ultra grande majorité, au bout de 6 mois, ils avaient disparu, quoi. Or, nous, on savait très bien qu'installer un nouveau comportement sur un sujet aussi sensible que l'argent, ça n'allait pas se faire en 6 mois. Même avec le coût des campus, ça allait prendre du temps, parce que c'est un changement de mentalité profond sur quelque chose de sensible. Et donc, non, il fallait s'inscrire dans la durée, et il fallait adapter ce qu'on était capable de faire avec les moyens qui étaient à disposition. Et donc, on va dire que c'est de la bonne gestion père de famille. Ce qu'on dit plutôt dans le monde des startups, c'est de la frugalité. Ça ne veut pas dire de la radinerie, la frugalité. La frugalité, c'est comment est-ce que je peux faire ça que je dois absolument faire au coût minimum. On voit aujourd'hui Lydia comme étant une success story. Ça l'est, clairement. Mais c'était quoi la galère la plus dure à laquelle vous avez fait face? Bon, je crois que le plus dur, et c'est un plus dur constant, c'est en permanence être capable de trouver les bonnes personnes. Le recrutement. Pour faire ce qu'on a à faire. Et ce n'est pas toujours les mêmes personnes qui sont les bonnes personnes aux différentes phases du développement de l'entreprise. Ce n'est pas toujours les bonnes personnes qui semblent être les bonnes personnes qui sont effectivement dans les faits les plus performantes. Et donc le recrutement est un enjeu qui est un enjeu pour moi essentiel, puisque en fait, le recrutement, mais pas que le recrutement, mais aussi une fois que la personne est là, et parfois aussi savoir se séparer. En bon terme, on n'est pas obligé d'être fâché avec tous ses ex. Voilà. Et donc, c'est la vie des entreprises n'existe que par le bon fonctionnement des personnes. Moi, j'entends souvent des gens qui disent cette entreprise est ci, cette entreprise est là, cette entreprise fait ci, cette entreprise fait là. Bon, en vérité, pour moi, une entreprise est un numéro au registre du commerce et elle ne fait rien, elle n'est rien. Les personnes qui la composent font, la personne qui les compose ne font pas, ne sont pas. Et donc, c'est bien une communauté humaine d'intérêt, de travail, de passion, on espère, qui fait les choses ou qui ne les fait pas. Et ces prises de conscience sur l'importance de l'humain
du recrutement, tu l'as tout de suite eu ou tu l'as eu au fur et à mesure? D'autant plus quand tu n'as pas de moyens infinis. Ouais. Tu es obligé de l'avoir à la première seconde, tu es même obligé de l'avoir pour trouver ton cofondateur. Parce que toi, tu ne peux rien faire tout seul. Et comment tu t'y es pris, justement? Alors, pour ton cofondateur, on en a parlé tout à l'heure, mais lorsque vous faites vos premiers recrutements, comment est-ce que tu t'y prends pour ne pas faire certaines erreurs, pour minimiser tes probabilités d'échec ou de mauvaises décisions et maximiser les probabilités de succès? En général, tu commences avec des gens que tu connais déjà un peu. Et là, en l'occurrence, Antoine connaissait Fred. Et donc, ça a permis d'avoir au moins la partie interpersonnelle validée. Tu sais qu'il ne va pas y avoir de galère de communication, tu sais que ça va être la personne est à peu près câblée comme il faut pour interagir avec toi, et toi pour interagir avec elle. Donc il y a une sorte d'alignement à minima de la partie relationnelle. Et ensuite, tester la partie technique, c'est plus facile. Ce qui est plus difficile, c'est évidemment de reproduire ça quand un combinatoire augmente. Quand c'est une personne et t'es déjà deux, 2 à 3 c'est facile, à 5 c'est facile, à 10 c'est facile. Mais plus il y a de gens et plus s'assurer que toutes les interactions vont être fluides, parce qu'il n'y a que ça qui va faire que ça fonctionne vraiment bien, bien plus que la compétence de chacun, technique. La compétence technique de chacun, on voit bien que ça ne fait pas toujours des merveilles, quoi. C'est pas pour dire du mal d'équipes de foot comme de foot de la capitale. Bon, on a bien vu qu'il y a eu des années où il y avait que des superstars les unes à côté des autres. C'est pas pour ça qu'ils ont gagné la Champions League, quoi. Non. La réalité d'une entreprise, c'est quoi? C'est que c'est effectivement comme une équipe de sport de haut niveau. C'est une communauté de personnes qui doivent absolument être non seulement performants individuellement, mais dont la coordination doit être parfaite pour réaliser des choses incroyables avec des moyens limités. Il n'y a pas de victoire individuelle. Ça n'existe pas. Il n'y a que des réussites collectives. Il y a aussi des défaites collectives. Et il faut savoir prendre sa part des deux, mais il faut aussi être capable de s'assurer qu'on n'a pas que des individualités extrêmement performantes et compétentes, mais dont chacun tire dans un sens qui est légèrement différent des autres. Et ça, après, ça devient de la physique, c'est la théorie des forces. Si tout le monde tire dans un sens un petit peu différent, à la fin, on ne bouge pas, quoi. Ce sujet que tu évoques, il est extrêmement important pour la totalité des entrepreneurs qui constituent une équipe, qui commencent à scaler. L'entreprise de la planète, en vérité, et de toutes les organisations humaines. 100%. Comment, toi, quels sont les conseils que tu recommanderais à quelqu'un pour mettre en place une bonne organisation, une bonne communication, une bonne culture d'entreprise, pour faire en sorte que ces compétences individuelles, toutes mises bout à bout collectivement, donnent quelque chose de bien plus performant, de bien plus efficace que s'il n'y avait pas cette communication? Je sais que c'est un grand enjeu pour la plupart des gens qui nous écoutent. Alors, je m'abstiendrai de donner des conseils, parce que je crois que pour donner des conseils, il faut connaître le contexte précis de chaque entreprise ou de chaque organisation. Et seulement là, on peut donner un conseil pertinent. Sinon, c'est des tartes à la crème. Et bon, les tartes à la crème, moi, c'est pas mon métier. Il y a des gens qui sont des pâtissiers extraordinaires. Moi, je suis pas là-dedans, donc je peux partager ce que nous, on fait pour essayer d'éviter de faire trop d'erreurs, mais on en fait encore régulièrement. C'est pas qu'on a une recette magique, alors encore moins une recette magique à partager, mais on essaye effectivement d'évaluer de manière la plus précise possible, et aussi sur la base des échecs passés, quels sont les éléments qui font que ça n'a pas marché dans le passé quand les gens étaient néanmoins compétents, mais on a dû se séparer trop vite ou parfois mal. Et donc, sur la base de ces apprentissages, mais aussi de manière symétrique, de qu'est-ce qui fait que les gens qui sont les plus performants et qui sont là depuis le plus longtemps ont pu justement atteindre ce niveau de performance, grandir dans l'entreprise et grandir avec l'entreprise. Et donc, on essaye de plus en plus de chercher des gens qui n'ont pas les aspects qui ont créé les échecs et ont, mais c'est vraiment... c'est très empirique, il n'y a pas de recette magique. Alors on essaye de l'industrialiser un petit peu. Quand je dis industrialiser, j'exagère. D'avoir des questionnaires, d'avoir des... standardiser, processer. Voilà, un petit peu. Mais il y a des éléments qui font que ça reste quand même évidemment pas automatisable. C'est pas 100%, c'est pas
à tous les coups on gagne, parce que sinon on ne ferait plus d'erreurs et on continue d'en faire. Et par ailleurs, on a une chose qu'on fait toujours, par contre, c'est on rencontre les gens en vrai, physiquement. Pourquoi ? Parce qu'on s'est rendu compte à de nombreuses reprises que l'interaction physique de proximité révélait beaucoup de choses qu'on va découvrir plus tard quand on travaille ensemble. Et notamment, ça peut être aussi des choses comme Jean arrive 10 minutes en retard. Bon, et ils n'ont pas prévenu. C'est tout bête, hein ? Mais ça dit déjà quelque chose. Ou la personne arrive avec 35 minutes d'avance. Ça dit quelque chose aussi. Voilà. La manière dont je m'habille pour venir. Et tout ça sont des éléments qui sont évidemment pas discriminants en tant que tels, mais ils participent de notre capacité à dire « Ok, là, ça va marcher, là, on pense que ça va moins bien marcher. » Clair. Un autre point également, pour revenir sur l'avancée, l'épopée, l'histoire de Lydia. Donc, on était à cette levée de fonds de 3 millions. Là, qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi l'étape d'après ? Tu parlais de viralité, vous vous êtes concentré sur le produit, vous faites en sorte que ce produit réponde à toutes les exigences, tous les besoins de chacun des utilisateurs, que la confiance, elle soit gagnée, elle soit ancrée et que les gens l'utilisent de plus en plus, de plus en plus. À quel moment vous vous dites, OK, là, on a atteint notre seuil d'utilisateurs nécessaire pour pouvoir peut-être passer sur un modèle économique ? Est-ce qu'il y a une autre levée de fonds après, avant cette phase ? Quelles sont les différentes étapes ? Alors, un an après cette levée de fonds, un peu plus, il s'est passé quelque chose de magique, qui est vraiment le grand moment de certitude que Lydia va être un grand succès. C'est l'hiver 2015 où je suis invité à parler dans un cours à l'université de Paris-Dauphine. Je rentre dans le hall de l'université de Paris-Dauphine et là il y a deux étudiants qui viennent en sens inverse et un qui dit à l'autre « Non mais vas-y, paye, je te fais un Lydia ». Donc pour la première fois, j'entends quelqu'un dire un Lydia. Ce qui est doublement fou, d'abord parce que Lydia a longtemps été associée évidemment à un prénom féminin. Et donc un Lydia, ça ne s'entend pas très naturellement. Et par ailleurs, avoir une marque qui devient un nom commun, comme des Google, et donc une chose qui n'arrive normalement qu'à des géants mondiaux, est en train de nous arriver. Et donc évidemment, j'arrête cette personne et je lui dis « Qu'est-ce que tu as dit ?» On a un petit écart d'âge, du coup il me dit « Non, parce qu'il pense que je suis son prof. » J'ai rien dit, monsieur. Non, mais je suis pas prof, tu peux me le dire. Et il me dit « Je dis qu'il avait payé pour moi et je lui fais un Lydia pour le rembourser. » Et je lui dis « Mais tu dis un Lydia ?» Et il dit « Tout le monde dit un Lydia. » Donc je comprends, moi je sais combien on a de clients à ce moment-là, on a 60 000 clients, donc c'est ridicule par rapport à ce qui est en train de se passer. Je comprends qu'en fait on a touché quelque chose qui est très profond, qui est ce qu'on appelle le product market fit parfait, c'est-à-dire que le besoin était tellement là et mal servi par les systèmes existants de cash, de chèque, de virement, avec donne-moi ton IBAN, je t'ajoute comme bénéficiaire, enfin, tous ces trucs sordides. Et la proposition qu'on a mis en face est tellement parfaite que ça devient quasi instantanément un élément du quotidien. Ça, c'est la chose rêvée quand on se projette dans une entreprise B2C. Et je sais aussi à ce moment-là, de manière évidente, que lui pense qu'on est une entreprise mondiale avec des centaines de millions d'utilisateurs. Donc ce qu'il projette de l'entreprise n'a rien à voir avec la réalité et que c'est quelque chose d'extrêmement précieux. Surtout que on ne va pas dépenser d'argent en marketing et en publicité parce que le fait de dire « je te fais un Lydia », c'est la meilleure pub au monde. C'est quelqu'un qui t'est proche, un ami, un élève de ta classe, qui te fait comprendre que c'est une norme. Et nous, on peut payer toutes les pubs qu'on veut au monde, personne ne va nous croire que si on dit « c'est une norme » ou si on écrit « je te fais un Lydia ». On le fera 7 ou 8 ans plus tard comme un clin d'œil et comme un remerciement à tous ceux qui le disent, mais on ne le fait pas à ce moment-là parce que, évidemment, on n'aurait aucune légitimité, personne ne nous croirait. On dépenserait de l'argent en millions pour rien. Et donc cette bascule-là dans devenir un élément du langage courant, c'est exceptionnel pour une entreprise B2C. Et
évidemment, alors à ce moment-là, ça commence à accélérer vraiment fort. En 2016, on refait une levée de fonds et commence à se poser vraiment la question de comment on va monétiser. Et on s'est entendu qu'on ne va pas monétiser avec cette fonctionnalité-là. Pourquoi ? Parce qu'on a nous-mêmes créé les conditions de l'empêchement de la monétisation. Ce service s'est déployé à grande échelle, ça ne fait que s'accélérer. On a ce qui travaille pour nous, le schéma idéal qu'on appelle l'effet de réseau. Donc c'est comme les réseaux sociaux. Plus il y a de personnes sur la plateforme et plus la plateforme a de valeur pour ses utilisateurs. Un peu comme si Facebook rendait payante l'inscription. Exactement. Et donc il y a une chose qu'il ne faut jamais faire parce que ça coûte tellement cher l'acquisition de clients, c'est casser une machine qui fait de l'effet de réseau. Et là, on a un effet de réseau qui est magique, extraordinaire. Et donc, on ne va surtout pas casser cette machine, donc on commence à réfléchir à quels sont les services complémentaires qu'on pourrait monétiser et qui pourraient venir en complément de cet échange d'argent entre amis. Et à ce moment-là, on a complètement abandonné l'idée d'aller sur la partie paiement professionnel à grande échelle. On est vraiment décidé d'aller dans le pure B2C, et donc dans le consumer banking. Et donc là, se pose la question de avec quel service. Et le premier qui nous vient, c'est, on se dit, ok, je peux envoyer de l'argent à quelqu'un avec Lydia, juste en connaissant son numéro de téléphone ou son mail, et il le reçoit instantanément. Mais que peut-il en faire après ? Et pour l'utiliser ailleurs que pour faire notre échange entre particuliers ou payer dans son école, ce qui est quand même un nombre de cas d'usage relativement limité, même si quand on est étudiant, c'est moins limité, il faut transférer cet argent vers son compte bancaire, puis utiliser sa carte, par exemple, et à cette époque, ça prend 3 jours, il n'y a pas de virement instantané. Et donc la première logique, c'est le service complémentaire le plus pertinent, c'est de faire un compte avec une carte. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, je reçois un Lydia et je peux le dépenser instantanément partout sur la planète. Mais ça fait aussi des schémas où, par exemple, parent-enfant, un étudiant a besoin d'argent, il appelle ses parents qui lui envoient instantanément et lui peut payer, y compris à un endroit en dehors du campus. Et donc la carte, c'est une évidence que c'est le premier produit. Et puis quand on fait une carte, on se dit, attends, je fais une carte, je fais aussi un IBAN, comme ça je peux faire des virements, des prélèvements. Donc c'est ça le premier produit sur lequel on commence à travailler en 2016 et qui va concrètement vraiment se matérialiser en 2018, parce que là, pour le coup, c'est un autre monde. C'est une banque. On ne peut pas dire une banque. Mais un système. En tout cas, un compte bancaire, un compte de paiement. Et donc, évidemment, ça se décrète rapidement. Ça se met en œuvre avec beaucoup plus de complexité. Il faut trouver les bons partenaires, il faut trouver les fabricants pour la carte, il faut créer des systèmes en interne pour gérer ces aspects-là, il faut faire beaucoup de choses. Et donc on va le faire. Et puis en 2018, nouvelle levée de fonds, et donc là on sort ce produit-là, mais aussi on se dit ok, on va faire plein d'autres choses maintenant, parce que maintenant on a vraiment plus de fonds, et on a des moyens pour rajouter des équipes produits, pour faire plein de produits connexes, et commence à naître en nous l'idée que une des options de monétisation à grande échelle, c'est la super app financière, un peu sur le modèle des WeChat Pay chinois. Et on y va, on commence à intégrer des produits de crédit, produits de trading au fur et à mesure du temps. Pas trading d'abord, mais puis tout un tas, une galaxie de produits partenaires. Qui nous amène jusqu'en 2020, à peu près, dans la conception. Et puis ensuite, jusqu'en 2022, dans le déploiement. Parce que là aussi, c'est lourd, ça ne se fait pas en 5 secondes. C'est des produits qui sont régulés, dans lesquels il y a beaucoup de contraintes, où il faut des compétences, et trouver des bons partenaires à chaque fois. Et donc voilà, c'est ce qu'on fait. En 2020, le monde du VC en France bascule, parce que l'écosystème est un peu plus mature, parce que l'ouvrage politique a fait beaucoup de bien, à la fois sous l'époque Hollande, mais aussi évidemment accéléré sous l'époque Macron. La French Tech est en train de se déployer, la BPI est très active, et donc la France devient un écosystème tech que les grands investisseurs internationaux commencent à regarder avec intérêt, et les valorisations commencent à s'accélérer avec la taille des investissements.
Il n'y a plus que 2 fonds de growth français qui étaient là avec des moyens. C'est tous les fonds du monde entier qui sont maintenant intéressés par ce qui se passe en France et on va évidemment, nous, saisir cette opportunité, lever beaucoup de fonds, 2 fois 2020 et 1 fois en 2021, avec des très grands acteurs internationaux qui sont américains, anglais, chinois, français. On va vraiment essayer d'avoir le plus d'intelligence collective autour de la table du conseil d'administration de l'entreprise, parce que, évidemment, l'Europe n'est pas à la pointe de ces sujets-là. De même que c'était le Kenya qui nous a inspiré au début. Évidemment, on doit s'inspirer de ce qui se passe partout ailleurs quand on veut être dans l'innovation, dans l'amélioration, dans l'évolution de services aussi importants que les services financiers. Et donc voilà, on part sur cette super app avec vraiment une grosse conviction. Mais en 2022, on se rend compte qu'on n'y arrive pas. Qu'est-ce qui vous envoie le signal que vous y arrivez pas? Le principe de la super app, c'est on peut faire rentrer le client par n'importe quel service. Et nous, on en avait quand même jusqu'à 28. Ah oui. On avait fait fort, avec des équipes dédiées et tout machin. Donc vous avez levé énormément d'argent pour développer cette super app. Ouais. Et là, après, vous avez cette prise de conscience. Ouais. Et en plus, sur le modèle d'un de nos actionnaires, qui est Tencent, qui possède WeChat et donc WeChat Pay. Mais c'est pas pour ça qu'ils sont rentrés. Enfin, c'est pas eux qui nous ont inspirés. On était déjà dans la démarche. Eux, on participait au financement de ça. Et c'est intéressant parce que là, on le voit bien qu'on n'arrive pas à faire ensuite, quel que soit l'endroit dans lequel le client rentre, on va cross-sell les produits. Et finalement, c'est parfait, ça glisse tout seul et en fait rien du tout. Et donc on se retrouve dans une situation où on se rend compte que pour faire ça, il faudrait détenir vraiment l'argent des clients, et donc le compte principal, ce qu'on n'a pas. Et donc si on n'a pas ça, eh bien ce ne sont que des produits périphériques, et il n'y a pas de grand succès multi-périphérique. Donc il y a des gens qui sont spécialisés sur un sujet, qui sont des succès immenses. Le plus bel exemple mondial, c'est évidemment dans l'investissement Berkshire Hathaway, qui vaut largement plus que n'importe laquelle de toutes les grandes banques mondiales, mais qui ne fait pas tout. Ils font de l'investissement. Ils ne font pas du crédit en même temps, ils ne font pas de l'assurance. Enfin, ils se concentrent sur l'investissement. Et ceux qui font ça, sinon, c'est les gens qui détiennent le compte principal. Donc là, encore une fois, c'est une grosse remise en question, c'est une grosse désillusion, et puis aussi, il faut aller l'annoncer. C'est les actionnaires qui sont autour de la table, qui disent « Bon alors les gars, ça se passe bien la super app ?» Et non, ça se passe pas bien, et d'ailleurs, on va vous proposer de changer de stratégie pour revenir à ce qui a fait vraiment la force, c'est-à-dire l'hyper-concentration sur un service, et être capable de délivrer une expérience exceptionnelle, une valeur ajoutée exceptionnelle, en étant 100% des ressources intellectuelles et concentrées sur un seul sujet, parce que nous aussi, on s'est un peu perdus dans ces différents sujets, et en faisant la publicité ou la communication un jour pour un service, un jour pour un autre auprès de nos clients, on a pu aussi rendre une image un peu floue de qui on était ou qui on était en train de devenir. Et donc en 2022, on décide de recentrer sur le compte courant, le compte principal, et on travaille dur pour aussi supprimer tous ces services, à l'exception du trading qu'on a gardé parce que c'était un bon service, bien intégré, vraiment pertinent. Et là, on se dit, bon, c'est quand même un gros pari, quoi. Bien sûr, on a beaucoup d'argent, bien sûr, il est là sur le compte, on n'est pas du tout dans une situation où le cash est un problème, pas du tout. On est toujours très long en cash, on n'a jamais moins que 3 ans de cash devant nous, donc on est quand même relativement serein là-dessus. Mais, bon, est-ce que ça va fonctionner ou pas, ce pari de mettre un peu tous ses œufs dans le même panier, même si on garde quand même la fonction Lydia, échange entre particuliers, cagnotte, qui, elle, continue d'accélérer à grande vitesse. Et en 2023, on arrive à trouver une nouvelle fois cette accélération sur ce second sujet. En 2023, on a 8 millions d'utilisateurs en tout en France. C'est beaucoup, hein, avec une grosse concentration sur la démographie 18-30 ans.
18-35 ans au sens large, mais 18-30 ans surtout. Et on a à peu près dans notre base de clients 50% de la classe d'âge, ce qui est colossal. Il n'y a pas beaucoup de services qui ont une telle pénétration dans une classe d'âge aussi large. Et là, on a évidemment toute cette base-là qui est utilisatrice des fonctions d'échange d'argent entre particuliers. On continue à dire je te fais un Lydia, ça continue à faire de plus en plus de transactions tous les mois, ça bien. Mais on a aussi un peu plus d'1 million d'utilisateurs qui nous adoptent comme compte courant. Et c'est beaucoup. On parle d'une compte courant en ligne. Il n'y a pas beaucoup d'acteurs qui sont à 1 million. Et nous, on n'en parle pas. On le dit à personne. On ne communique pas ces chiffres. Personne ne nous voit comme un acteur de ce secteur-là. Et donc, évidemment, on est ravis. Tout le monde est content autour de la table. Mais, parce qu'il faut toujours un peu de rebondissement, on a toutes ces fonctions dans la même application. Enfin, toutes ces fonctions. C'est 2 fonctions qui sont maintenant, quand on a 80, enfin, quand on avait 30 cases, comme une sorte de la grande époque des portails Internet, à la Yahoo, finalement, que la case pour laquelle la personne vient, si elle est en haut, dans la première ligne, et qu'il y en ait plein d'autres autour, c'est moins grave que s'il y en a vraiment 2 qui s'affrontent. Et comme, évidemment, c'est sur la partie bancaire qu'on fait la monétisation, on type de plus en plus l'application, et notamment la homepage, vers ça, c'est assez logique. Parce que plus elle est propre, plus elle est bonne pour faire ça, et plus des gens vont avoir envie de le faire, de le recommander. Parce que là encore, on continue à pas investir en marketing du tout, 0. Et ça a été la chance immense qu'on a eue, c'est parce qu'on a cette base d'utilisateurs qui est là, et donc il vaut mieux travailler une base de gens qui font un peu confiance déjà, que d'aller partir dans la vampa, d'aller les chercher de 0, que des gens qui font pas confiance, ou qui n'ont jamais interagi. Et donc là, commence à naître une situation où des gens qui sont des utilisateurs très actifs de notre service d'échange d'argent entre particuliers, mais que celui-là, commencent à dire, bon, la manière dont vous faites devenir cette app de plus en plus autre chose, et pas un ensemble de choses, mais une autre chose, et donc elle devient une app bancaire, ça nous est pénible, ça rend l'expérience moins agréable, ça rend le produit moins attractif. Or, on sait qu'on ne vit que par ça. C'est ça notre grande promesse, c'est rendre cette expérience tellement fluide et tellement parfaite qu'elle est agréable. Ce qui est rare pour un produit service financier. Normalement, il n'y a personne qui dit « Ah, je suis allé sur l'app de ma banque, c'était tellement agréable. » J'entends jamais cette phrase, ça n'existe pas. Et nous, on avait la chance d'avoir des commentaires comme ça à l'appel. Et même, je crois que le plus beau compliment qu'on nous a fait sur le service Lydia, c'est un jour le Chief Product Officer monde de PayPal qui vient à Paris, on a un meeting avec lui et il nous dit « Vous savez, je vais vous dire une chose, quand je veux vraiment agacer mes product designers, je leur montre votre application. » C'est quand même assez gratifiant. Gratifiant. Et donc voilà, et donc là, on se rend compte qu'on est en train de faire quelque chose qui est magique, de succès, ensemble. Pour une petite équipe, c'est 100 et quelques personnes, c'est quand même pas à échelle de millions de clients, mais qu'on est en train de semer un peu, potentiellement, les graines d'un problème futur, parce que si on abîme l'expérience de nos utilisateurs les plus engagés sur la partie échange d'argent entre particuliers, P2P, parce qu'ils ne veulent pas faire autre chose avec nous, alors notre capacité demain à les transformer en utilisateurs de notre service de compte bancaire principal, c'est 0. Et donc il va falloir aller acheter des champs très chers. Et donc du coup, c'est une mauvaise idée. Voilà. Et donc en 2023, face à cette situation qui est, pour le coup, bien plus gratifiante que la situation, et agréable que la situation d'avant où on voit que ça ne marche pas, là ça marche, les deux marchent tellement bien qu'ils sont conflictuels. On décide qu'on va séparer les 2 services et on va faire d'un côté un service de paiement entre personnes, donc 1 à 1 ou cagnotte, et bien sûr qui peut être rien d'autre que Lydia, et on va le refaire avec une expérience absolument parfaite et on va lui mettre une équipe dédiée.
Et de l'autre côté, on va faire un service qui va être dédié à une application bancaire avec un compte principal comme objet numéro 1. Bien sûr, on pourra faire des Lydia dedans, c'est pas des cagnottes Lydia dedans, mais comme un service à l'intérieur de cet environnement-là. Et on va lui donner une nouvelle marque et elle aussi des équipes dédiées. D'où la création de Sumeria. Et c'est Sumeria. Voilà. Et ça, c'est lancé au printemps 2024. Ok, donc ça permet pour ceux qui n'aiment que Lydia, veulent que faire des Lydia, de garder. Ils ont Lydia. Ils ont Lydia. Ouais. Et ceux qui veulent utiliser les fonctionnalités que vous proposez sur la partie bancaire, entre guillemets, où maintenant il n'y a plus de guillemets, finalement c'est vraiment un système bancaire, complètement, et bien d'être sur Sumeria, tout en étant en capacité d'utiliser les fonctionnalités de Lydia. À l'intérieur de Sumeria, exactement. Très clair. Comment vous faites pour acquérir donc maintenant des clients sur Sumeria? S'il n'y a plus de connexion directe avec Lydia, quel est le pont qu'on arrive à faire entre les deux? Et est-ce que la monétisation sur Sumeria est suffisante pour subvenir aux besoins des deux applications? Alors, plusieurs questions. La première, pour répondre à la première, on a évidemment, quand on décide de faire cette nouvelle marque, on a un travail qui est quelle va être la proposition de valeur qui va faire que ça va être tellement bien que des gens, parce qu'ils ont entendu parler de cette offre ou tout simplement parce que ils ont déjà Lydia et on va leur en parler à l'intérieur de ce canal-là, vont vouloir essayer. Et cette offre, elle est, c'est pas si simple que ça parce qu'il y en a plein des comptes bancaires. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est pas simplement, c'est un compte primaire. Donc, vraiment, on veut quelqu'un qui vienne et qui fasse tout avec nous. Et donc, on définit 3 piliers. Le premier, c'est on va rémunérer le compte courant. Ce que personne d'autre ne fait en France. C'est pas que c'est interdit, évidemment pas. C'est pas que ça n'existe pas dans d'autres pays. Ça existe en Espagne, ça existe en Italie, ça existe en Pologne, ça existe au UK, ça existe aux États-Unis. Mais nous, on ne le propose pas. Bon, c'est un peu dommage. Et j'entends souvent des gens qui disent « Oui, mais moi, j'ai pas beaucoup d'argent sur mon compte courant, je place tout ce que je peux. » Super. Franchement, c'est bien, mais je ne connais pas encore une seule bonne raison pour que ce qui est sur le compte courant ne soit pas rémunéré. Qui est-ce qui trouve que c'est une bonne idée d'avoir que 95% de son argent qui est rémunéré quand il pourra avoir 100%? C'est étrange. Et donc ça dit, comme on l'avait vu au début de Lydia, de « Waouh, là tu vas un peu loin. Tu me demandes de vraiment changer complètement la manière dont je perçois ce qu'est un compte courant. » Mais comme à l'époque, donne-moi ton 06 pour te rembourser, c'était saugrenu. Alors qu'avant, on disait donne-moi ton IBAN, je t'ajoute comme bénéficiaire. Et donc là, soudainement, c'est plus le même schéma qu'il faut intégrer. Et donc, moi, je pensais que ça allait être vraiment soit des gens qui allaient être fous de joie, très intéressés immédiatement, soit des gens qui allaient dire bon, ça m'intéresse pas du tout. Et en fait, le sentiment qu'on a eu au moment de lancement, le plus répandu du lancement en mai 2024, c'est l'incrédulité. C'est pas possible. J'y crois pas. Et donc, on a vu des utilisateurs qui commençaient par mettre des petites sommes pour voir si on allait vraiment payer. Et comme on paye tous les mois, ça va assez vite, et qui augmente à chaque mois et qui augmente. Alors, on a fait une chose quand même, c'est qu'on rémunère 2% et 4% les 3 premiers mois. On rémunère si l'utilisateur fait 15 transactions avec la carte Sumeria, avec sa carte Sumeria, par mois. Et donc, ça permet de s'assurer qu'on a effectivement un compte principal. C'est dans ce cadre-là, un compte courant, donc utilisé vraiment de manière courante, et un compte principal. Et donc c'est ça qu'on est allé chercher, c'est ça qu'on arrive à faire. Ça, c'est le premier point, la rémunération. Le deuxième point, c'est la sécurité. La sécurité, c'est un enjeu majeur. Ça va bien avec la confiance, évidemment. Et on voit bien qu'en ce moment, mais tout le temps, mais en ce moment, il y a beaucoup d'arnaques dans le monde bancaire. Beaucoup. La plus connue, évidemment, c'est l'arnaque au faux conseiller bancaire. Tout le monde connaît quelqu'un qui en a été victime, parfois lui-même en a été victime. Grosso modo, en 2023, et pour 2024 c'est la même tendance, on parle de 360 millions d'euros de préjudice pour les Français. C'est pas rien quand même. Et on voit bien que ce qui est fait par les institutions bancaires, mobiles, en ligne ou traditionnelles de réseau, c'est de la sensibilisation. Attention, ne donnez pas vos codes, attention, mais nous, on pense que face à des sujets comme ça et de cette ampleur-là, ce qu'il faut, c'est en plus de la sensibilisation qui est indispensable,
il faut utiliser le meilleur de la technologie disponible pour lutter contre ça. Donc, par exemple, on a successivement, en septembre et en janvier, septembre 2024 et janvier cette année, lancé 2 autres fonctionnalités qui permettent de supprimer le canal communication téléphonique. Alors, dans un premier temps, en disant, quand on vous appelle, il y a un signal, une notification push, et à l'intérieur de l'app, un message qui dit cet appel est certifié, c'est nous qui vous appelons. Donc, c'est pas ça, c'est pas nous. Et deuxième étape, on a supprimé complètement le SMS. Et donc, on utilise une technologie moderne qui a été mise à disposition par la GSMA, qui est l'association mondiale du GSM, en février 2024, qui permet de vérifier de manière silencieuse et de faire une double authentification, une authentification de 2 facteurs forte, de manière silencieuse. Donc, dans quelques semaines, on va mettre l'appel téléphonique, que ce soit du client vers nous ou de nous vers le client, directement dans l'application. Et donc, on aura tué ces 2 canaux de communication, SMS et téléphonie, et donc on aura tué la fraude aux faux conseillers bancaires. Bon, c'est un peu compliqué à faire. Oui, c'est un peu compliqué, mais est-ce que ça... Utiliser la technologie pour protéger au mieux ses clients, est-ce que ça vaut le coup? C'est indispensable, c'est notre mission, on doit faire ça. Voilà. Et le troisième sujet, c'est la personnalisation. On a trouvé que les applications bancaires sont un peu toutes les mêmes, et en look, mais aussi en manière d'organiser son argent. Et donc, on a fait un système où on peut organiser son argent avec différentes enveloppes, avec une carte qui peut piocher dans ces différentes enveloppes, certaines enveloppes qu'on peut partager pour des actions budgétaires, mais aussi un habillage de l'application qu'on peut personnaliser. On peut faire plein de choses dans le cadre de la personnalisation, y compris certains habillages qu'on fait en partenariat avec des artistes. Et donc, c'est vraiment, tout ça, c'est utiliser au mieux la technologie, mais aussi les possibilités réglementaires, légales, qui sont à disposition sur la table pour réinventer l'expérience du compte courant et se dire, voilà, les Français et demain les Européens ont droit à mieux que ce qui est là. Et c'est pas simplement on le fait parce qu'on est des grands défenseurs samaritains, défenseurs du droit du français. Non, mais c'est français, c'est nous. En fait, c'est nous, c'est nos familles, c'est nos proches, c'est nos amis, c'est ceux qui ont mis les 600 000, mais il y a plein d'autres et leurs familles. Et donc, en fait, on le fait d'abord et avant tout avec cet état d'esprit qu'on doit faire quelque chose d'exceptionnel pour nos proches. Parce que si on le fait bien pour eux et qu'à chaque fois qu'on prend une décision, on est guidé par ça, alors ça va être bien pour tout le monde. Et donc ce projet global, chez nous, s'appelle MMB, ça veut dire My Mother's Bank, la banque de ma mère. Et ça dit tout, parce qu'évidemment, c'est vrai, c'est la banque de ma mère, mais quand on dit ma mère, c'est pas simplement ma mère à moi, c'est nos mères, c'est nos pères, c'est nos parents, c'est nos enfants, c'est nos familles, c'est nos cousins, enfin c'est les gens qui nous sont chers. Et ma mère aussi, elle n'est pas toute jeune, évidemment. Moi-même, je suis pas tout jeune, du coup, ma mère, voilà. Et elle n'est pas super geek. Et donc, ça veut dire aussi que toutes les interactions, que ce soit dans la communication, dans le service client, dans l'application, dans tout, doivent être faites pour des gens qui ne sont pas des super geeks. Et si c'est parfait et très intuitif pour eux, alors, ça va être parfait pour tout le monde. C'est ça la philosophie depuis le premier jour. Et c'est pour ça que, par exemple, l'interface de Lydia du premier jour pour envoyer de l'argent à quelqu'un, pour demander de l'argent, c'est pas un truc avec des menus, non, c'est une phrase à trous. Envoyer 8 € à Stéphane pour le taxi. Et le taxi, je peux mettre un emoji de taxi si je veux. Et donc, finalement, si je sais lire, je sais l'utiliser. Et c'est un peu la même philosophie que l'iPad ou que la barre de recherche Google. Accessible à tous, même avec nos erreurs, même avec des approximations, et de manière très intuitive. Quand l'iPad est sorti, c'était fou de voir des enfants de 5 ans qui savaient s'en servir, des personnes âgées qui savaient s'en servir, et des gens qui utilisaient tous les jours un ordinateur au bureau qui disaient « Mais non, c'est nul, il n'y a même pas un menu où on peut faire copier-coller. » Et voilà. Cette approche très product, très customer, on l'a compris, et même avant en off, directement, t'en parlais et tu disais être customer-centric. Enfin, ça te obsédé. T'es obsédé par ça, et je pense qu'à juste titre, et c'est ce qui fait aussi le succès de Lydia, Sumeria et tout ce qui s'ensuit. Aujourd'hui, le monde bancaire, il est quand même très vaste. Il y a énormément d'acteurs. Lydia, même avec cette magnifique success story, reste entre guillemets un petit acteur dans le monde énorme de la banque.
Quand vous avez une approche aussi innovante, technologique, orientée client, avec des solutions concrètes qui viennent répondre à des besoins qui ne sont pas répondus, naturellement, j'imagine que de gros acteurs viennent se dire « Ah, ils ont une bonne idée là quand même, essayer peut-être de faire la même chose ou de faire différemment, mais à leur sauce, etc. » Comment on gère cette partie-là et qu'on fait face à la concurrence où tu le dis, tu es obsédé, donc ça te tient à cœur. Naturellement, tu donnes corps et âme au travers de tout ça. Comment on gère cette approche-là? Alors d'abord, il faut être avoir l'humilité de savoir que c'est rare qu'on soit le seul sur la planète à avoir une bonne idée. C'est pour ça que les gens qui disent « Non, mais je ne peux pas te parler de mon projet parce que tu comprends, c'est hyper secret », et qui en sont au niveau de l'idée, en général, ils se mettent le doigt dans l'œil. Leur bonne idée est venue parce qu'un contexte, et ce contexte-là, il y a des millions de personnes le vivent, et donc il y a à peu près 376 000 personnes qui ont eu la même bonne idée en même temps. Voilà, l'idée c'est bien, le reste, ça va être de l'exécution. Ouais. Et ça veut dire aussi que, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un sujet qui est extrêmement sensible, l'argent. Et pour faire changer les mentalités, on n'est jamais trop de plusieurs. Et si on avait été toujours tout seul à faire ces choses-là, à chaque fois, ça aurait été vraiment un travail colossal que de faire changer les habitudes, de faire changer la pensée mainstream sur un sujet. Et donc il faut bien que d'autres viennent éduquer. Idéalement des puissants, parce qu'ils ont des gens qui ont vraiment une aura de communication et des moyens de publicité immenses, viennent dire aux gens, payer avec son mobile, c'est génial, payer avec un numéro de téléphone, c'est vraiment pertinent. Est-ce qu'il faut être attentif? Est-ce qu'il faut être vigilant? Est-ce qu'il faut toujours être vraiment en train de bien comprendre ce que font ses concurrents? C'est indispensable. Ouais. Sinon, on est mort. Il ne faut jamais être arrogant, il ne faut jamais penser qu'on est arrivé. Mais dans les faits, si on prend l'exemple de Lydia, parce que sur Sumeria, on n'a pas beaucoup de recul, mais ça va venir. Mais sur Lydia, on était les premiers à faire du paiement avec instantané, numéro de téléphone. Bon, puis, assez vite, est arrivé un système fait par quelques banques, puis un peu plus de banques françaises, qui s'appelle Paylib. Et évidemment, ils n'ont pas les mêmes bases de clients, évidemment, ils n'ont pas les mêmes moyens, évidemment, ils ont intégré ça dans leur application, comme nous on fait aujourd'hui avec Sumeria et Lydia. Paylib était dans les applications des banques. Aujourd'hui, ça a changé de nom, ça s'appelle Wero, mais c'est toujours... Bon. Est-ce que ça nous a empêchés de nous développer? Pas du tout. Est-ce que ça a permis que cette idée-là devienne naturelle au-delà des gens à qui nous, on était en capacité de parler, ces fameux étudiants sur les campus? Et oui, évidemment. Et le résultat aujourd'hui, 10 ans après, c'est que, alors pour le coup, leurs chiffres ont été récemment publiés, on fait significativement plus, entre 2 et 3 fois plus de transactions qu'eux. Okay. Toutes les banques ensemble réunies sur un sujet. Okay. Et oui, on est une petite entreprise. À l'échelle de ces gens-là, qui sont un groupement de géants, okay, et qui tiennent les comptes courants des gens, et ainsi de suite. Et donc, oui, c'est possible. Non seulement c'est possible, mais c'est le cas. Parce qu'en vérité, quand on devient un nom commun, ça, c'est extrêmement puissant. Et est-ce que les gens ont envie d'essayer autre chose qui serait peut-être moins bien? Probablement pas. Et donc, du coup, il y a cette pression sociale qui s'exerce petit à petit et qui fait ça. De la même manière, peut-être qu'on le sait moins, mais on est de très loin le leader français des cagnottes. Pourquoi? Parce que les cagnottes, c'est un peu comme le paiement entre particuliers. C'est juste, au lieu que ce soit de 1 à 1, c'est de N à 1. Et bien sûr, on a travaillé sur le produit, et ainsi de suite. En fait, quand on sert bien, avec obsession, de la qualité du service rendu et de la valeur donnée ses clients, alors ils le rendent bien. Et donc ça a été vrai sur Lydia, et c'est toujours vrai aujourd'hui, de loin. Et on commence à le voir de manière intéressante sur Sumeria. Il y a un premier acteur, en l'occurrence allemand, qui a commencé à offrir la rémunération des comptes courants. Et on espère que ça va devenir de plus en plus. Pourquoi? Parce que plus de gens vont dire « je le fais », et plus cette incrédulité va laisser la place à « oh, mon Dieu, quelle opportunité, vite, il faut que je le fasse ». Et nous, on est le leader de ça, on est le porte-étendard de ce sujet-là. On sera toujours cité dans tous les articles de presse qui parleront de ça. On a inventé la catégorie.
Et aujourd'hui, il faut savoir que cette histoire de rémunération des comptes courants des Français, c'est pas tout à fait neutre. Si on se dit combien il peut y avoir d'argent sur les comptes courants des ménages français, sur les comptes non rémunérés, bon, c'est 550 milliards d'euros. Rémunéré à 2%, c'est 11 milliards d'euros restitués tous les ans aux Français. Ok, enlevons les 30% de flat tax pour faire... ça fait 7,7 milliards de pouvoir d'achat en plus. C'est anecdotique ou pas? C'est énorme. C'est énorme. Ça change tout, ça change le quotidien. Ok, bien sûr, ceux qui ont le plus d'argent retireront le plus de rémunération, c'est logique, c'est un retard. Mais néanmoins, qui dit c'est ok de se passer de ça? Et pourquoi est-ce qu'on ne le donne pas aux Français? Et donc, oui, si on peut faire changer ça, de la même manière, la protection contre la fraude aux faux conseillers bancaires ou à d'autres escroqueries, mais pourquoi ça ne serait pas... Enfin, plus ces standards, plus ces sujets-là deviennent standards, plus on a fait augmenter le niveau de service et de qualité, de valeur délivrée aux clients, et plus on est dans notre mission et plus on est performant. Parce que, évidemment, pendant qu'on travaille, ça, c'est ce qu'on a déjà fait. Donc, on est toujours en train de travailler sur la chose d'après, la chose d'après, la chose d'après. Et donc, finalement, des concurrents là-dessus viennent seulement renforcer cette vague qui nous porte. Si on doit la créer tout seul, c'est plus dur. Et donc, j'ai bien compris maintenant Sumeria aussi comment elle peut acquérir des clients de par notamment toutes ces propositions de valeur. Le pont que vous arrivez à faire entre Lydia et Sumeria, est-ce qu'il y a eu, j'imagine oui, une réflexion pour utiliser Lydia qui est finalement comme dans un jargon marketing une sorte de lead magnet où on va attirer énormément de clients potentiels et pénétrer le marché grâce à cette viralité et ensuite les faire le plus possible aller sur Sumeria? Alors, on a évidemment un pont entre les deux et évidemment qu'on utilise l'activité dans Lydia pour aussi faire la promotion de Sumeria à des gens qui nous paraissent être potentiellement intéressés pour nous utiliser sur la partie compte courant. Et aujourd'hui, les gens qui n'ont jamais eu autre chose que le nouveau Lydia dans les mains fournissent à Sumeria entre 5 et 8 000 nouveaux clients par mois. Par mois. Donc c'est pas neutre. C'est une part quand même importante de notre acquisition sur Sumeria qui viennent par Lydia, par cette communication qu'on peut faire. Mais aussi par le lien qu'on fait entre les deux. C'est la même société, c'est les mêmes identifiants de connexion. Enfin, on simplifie quand même on retrouve la capacité de faire des Lydia dans Sumeria. Donc, voilà. Mais aussi, on a décidé que Lydia devait avoir une vie autonome et que sa mission, c'est d'offrir ces expériences de paiement exceptionnelles à des gens qui ne sont pas que des utilisateurs de Sumeria. Et du coup, en lui redonnant de l'autonomie, on a, avec des équipes dédiées à cette activité-là, on a une roadmap qui est bien plus ambitieuse, parce qu'on l'avait un peu mise sous silence depuis 2018. Et on a aussi un plan de déploiement plus ambitieux que pour Sumeria en termes de timing. Au second semestre de cette année, on va déployer Lydia dans l'ensemble de la zone euro. J'allais te poser la question. Clairement, on ne va pas le faire pour Sumeria tout de suite. C'est un autre timing. Et donc, on voit bien que non. Et dans ces pays-là, on ne va pas faire de l'acquisition pour Sumeria. On va faire une meilleure expérience, mais aussi, pour la première fois, la possibilité... Parce qu'on voit bien, des Lydia locaux, il y en a à peu près partout. Il y a Bissoum en Espagne, il y a MBWay au Portugal, il y a ainsi de suite. En Suisse. Exactement, Twins en Suisse. Alors, c'est pas tout à fait dans la zone euro, mais oui, évidemment, ce qu'on a réussi à faire, nous, d'autres l'ont fait. Alors, certains, c'est des groupements interbancaires, d'autres, c'est des sociétés privées, qu'importe. On a un champion local un peu partout. Mais il n'existe pas aujourd'hui de possibilité pour un Espagnol d'envoyer de l'argent à un Allemand ou à un Irlandais en utilisant de manière instantanée, en utilisant son numéro de mobile ou son email. Donc, il n'y a pas de connexion entre les schemes locaux de P2P. Et donc, il est utile de créer cette possibilité-là pour que les échanges soient encore plus fluides, qu'il y ait encore plus de liberté. Et puis, il sera intéressant aussi d'interconnecter Lydia avec certains de ces schemes
par ailleurs, pour vraiment créer un réseau où le paiement est très, très fluide sur ces sujets-là. Que l'on comprenne la vision derrière, c'est quoi l'objectif? Est-ce que c'est de préparer le terrain pour que Sumeria ensuite vienne également sur ces marchés-là ou pas? Parce que si on reste sur le modèle économique… Non, pas nécessairement. D'accord. Clairement, Sumeria va avoir sa roadmap qui sera différenciée de Lydia et on peut très bien imaginer qu'un jour, à terme, on spin-off Lydia. D'accord. Voilà. C'est des activités qui peuvent un jour se séparer parce qu'on croit qu'il y a beaucoup de potentiel dans chacune des deux activités et que si l'une peut servir l'autre, dans le cas spécifique de la France où on a cette énorme base, alors ça n'est pas nécessairement le cas ailleurs et le potentiel de Lydia est immense comme un business tout seul qui commence maintenant d'ailleurs à être un business qu'on monétise et qui commence à générer sa propre rentabilité. Et donc, on est en train de le concevoir pour qu'il se déploie et génère évidemment très rapidement de la rentabilité. C'est quoi le nouveau modèle économique de Lydia ? C'est basé principalement sur les transactions en cagnotte et sur un certain nombre de transactions au-delà d'un montant de transfert gratuit mensuel. Ok. Donc finalement, on reste pour les premiers transferts, on est sur quelque chose de gratuit, sans frais, où vous prenez finalement les frais. Exactement. Et derrière, dès lors qu'on veut aller utiliser une fonction, on va dire pro, premium de la plateforme, avec différentes features qu'on peut avoir un accès libre, il y aurait des frais appliqués. Voilà. Okay. Aujourd'hui, Lydia comme Sumeria sont rentables ou pas ? Alors, l'ensemble n'est pas rentable. Les clients comptes principaux sur Sumeria sont rentables. Et l'activité Lydia est en train de s'équilibrer. Notre trajectoire vers la rentabilité est maintenant assez claire et on a un horizon de rentabilité qui est aux alentours de la fin de cette année. Et donc, on est assez serein parce qu'évidemment, on a encore beaucoup de cash devant nous. C'est important de poser ces questions justement parce que ça fait partie du cycle. Oui, on n'a pas commencé hier. Eh bien oui, justement. et c'est pour ça, parce qu'aujourd'hui, on est dans une phase où on veut tout rapidement, on veut bootstrapper, on veut de la rentabilité rapide. Or là, si tu veux changer les lignes, changer les règles, changer l'usage même de systèmes financiers comme vous le faites avec Lydia ou Sumeria pour un nombre massif d'utilisateurs, c'est un pari sur le long terme et c'est important aussi de le notifier. C'est bien que tu dises un pari sur le long terme. On dit en interne, on construit une cathédrale. Et ça donne l'idée à la fois de l'ampleur du projet, mais aussi la finesse, du temps, du détail, de la précision et de la notion de temps. Donc on construit ça pour la durée et avec la perspective qu'on ne verra pas la fin et ça serait le plus beau des succès. Je crois pas moi en tout cas, je crois pas qu'il y ait beaucoup de gens qui connaissent le nom du créateur de la Banque nationale de Paris et ça n'empêche pas le groupe BNP Paribas d'être le premier groupe bancaire européen, et c'est un très grand succès, il est mort depuis longtemps, et c'est pas grave. Et donc, c'est ça l'idée. L'idée, c'est que si on fait un projet comme celui-là, on doit le faire pour le temps très long, un temps qui nous dépasse largement, et donc on doit juste s'assurer que les pierres qu'on apporte à l'édifice de la cathédrale sont des pierres qui sont effectivement parfaites, solides pour construire la suite. Avec la vision que tu me partages ici, la conviction que tu as et dont tu as parlé aussi tout à l'heure, on voit que la trajectoire est claire, que tu es serein, tu sais comment fonctionne ton produit, tu sais comment fonctionne ton marché, tu as un plan qui est relativement clair. Mais quand, et j'ai pas rebondi, mais j'en profite ici, quand tu vas vers les investisseurs et que tu leur dis, sauf erreur en 2021 ou 2022, écoutez, la super app et les 28 fonctionnalités, ça va pas le faire. Oui, on a levé. Oui, on a pitché, on avait des idées, on avait tout ça, etc. Mais finalement, on va retourner à la base. On va par la suite dissocier les choses. Je ne sais pas si vous l'aviez évoqué. Non, on ne savait pas à l'époque. Pas encore. Donc, il y a un peu cette phase d'incertitude. Quel est le feedback des investisseurs ? Comment tu gères potentiellement la pression des investisseurs ? Est-ce qu'il y a une pression des investisseurs qui t'est partagée ? Ça aussi, ça peut faire peur. Et c'est la réalité de l'entrepreneur. Comment tu l'as géré ou comment vous l'avez géré ? Alors, déjà, on a de la chance d'avoir autour de la table des gens qui sont très sérieux et qui connaissent bien ces domaines d'activité, mais aussi qui ont une vision mondiale de ces sujets-là, parce qu'ils ont des entreprises en portefeuille qui opèrent dans le monde entier.
que ce soit les gens d'Axel, que ce soit les gens de Tencent. Enfin, c'est des gens qui vraiment ont des participations dans des entreprises de type financière dans le monde entier. Et donc, ils voient bien que ce qu'on vit, nous, des dizaines d'autres le vivent ailleurs. Et que ce qui a pu fonctionner, par exemple, pour WeChat Pay, n'est pas si facile que ça à reproduire quand on n'a pas l'empreinte de WeChat dans un pays. Et donc, dans beaucoup de pays où des super apps financières se sont lancées plein gaz avec vraiment des centaines de millions derrière, notamment en Asie du Sud-Est, on en revient. Et moi, j'ai pu avoir cette discussion avec l'ancien président de Paytm, qui était la grosse super app indienne, qui maintenant travaille dans une grande banque d'affaires américaine, qui me disait, nous aussi, on a essayé, mais on en est revenu. Et donc, c'est un phénomène dont on a la chance de le saisir à notre échelle assez rapidement pour qu'il ne nous ait pas coûté trop d'argent et nous avoir mis en péril, mais qui, en fait, est aussi à l'œuvre ailleurs. Ce qui n'a pas fonctionné, c'est pas que chez nous. C'est en train de pas fonctionner ailleurs et pour beaucoup. Et ça leur coûte très cher. Et donc, ils voient bien que dans les autres entreprises de leur portefeuille, c'est en train de coûter très cher cette affaire-là. Et ils se disent, parce qu'à ce moment-là, on est en 2022 et le monde vient de basculer dans l'hiver du funding, qu'une situation où on se reconcentre, où on concentre notre énergie sur une seule chose, ça va coûter moins cher. Et la probabilité de succès, elle n'est pas avérée, c'est pas 100%, mais c'est plus élevé que quelque chose qu'on vient d'essayer de faire pendant 2 ans sans succès. Et donc on a la chance d'avoir à ce moment-là un consensus, parce que probablement les arguments étaient bons et ce n'était pas simplement nous qui avions inventé une histoire pour masquer un échec. Bien sûr, on n'a pas réussi, on va pas se cacher. Mais il y avait une pertinence aussi et il y avait une résonance avec ce qui se passait ailleurs sur la planète et dans toutes les géographies. Et à l'inverse, des modèles très concentrés commençaient à émerger comme des succès, notamment le cas de Nubank au Brésil, le cas de Monzo en Angleterre. Et donc, tout ça sont des éléments qui, évidemment, sont dans la tête de ces grands investisseurs mondiaux et qui les intègrent à leurs réflexions quand on échange. Et en vérité, c'est pas nous qui venons avec un nouveau plan. On échange en permanence. Quand on est en train de se rendre compte que ça ne fonctionne pas, mais on s'en rend compte ensemble. C'est pas nous dans notre coin pendant 2 ans, on dit rien à personne et un jour on arrive, on dit c'est un échec. Non. C'est un dialogue permanent qu'on a évidemment tous les trimestres à chaque occasion du conseil, mais aussi entre les conseils avec certains de nos board members qui nous écrivent pour dire tiens, j'ai vu ça, qu'est-ce que tu penses de ça, comment on pourrait améliorer ça. Et donc on a ce dialogue permanent et heureusement, c'est une chance d'avoir des gens aussi ouverts et aussi connectés ailleurs dans le monde pour nourrir nos réflexions et nos doutes aussi. Un autre point, c'est qu'aujourd'hui, tu as une vision grande, très grande, énorme. Tu parlais de BNP Paribas ou de la cathédrale. Quel est ton moteur? Qu'est-ce qui te drive aujourd'hui avec le projet Lydia, Sumeria, que ce soit toi, ton associé? Qu'est-ce qui vous drive au quotidien pour encore et toujours être obsédé? Tu as utilisé ce terme, donc je le reprends. Et vouloir créer le meilleur produit et aller pénétrer le marché de la façon dont vous le faites? Pour être très honnête, je crois qu'on n'a jamais été autant tout ça qu'aujourd'hui. Parce que quand tu es au tout début, ton ambition, c'est de pouvoir faire changer les choses pour améliorer un sujet. Ok, mais ta capacité à le faire réellement, c'est rien. C'est 2 types dans un bureau. Mais aujourd'hui, notre capacité à le faire réellement n'est pas sur un seul sujet, sur plusieurs sujets, sur des choses qui sont essentielles dans le quotidien de nos proches, de nos concitoyens, et peut-être demain de toute l'Europe. Elle est immense. Et donc, ça serait fou de vouloir quelque chose de manière extrêmement déterminée au début, et au moment où c'est en train de s'accomplir, de se dire « Oh là là, ça y est, je suis un peu lassé ». C'est vraiment un truc d'enfant gâté, quoi. Bon, on n'est pas des enfants gâtés, on est des entrepreneurs, on est des combattants, on a envie que notre rêve, des bâtisseurs, on a envie que notre rêve se réalise un jour, même si c'est après nous.
Donc, évidemment, plus on avance et plus on se rend compte que ce rêve n'est pas complètement fou. Parce qu'au début, c'était n'importe quoi. Deux mecs qui ne se connaissent pas, qui ont 15 ans d'écart, qui connaissent rien au sujet et qui se disent on va changer la manière dont les gens payent, c'est quoi comme probabilité de succès, ça? Avec pas de moyens. Waouh. C'était ta première expérience entrepreneuriale? Oui. En plus, lui aussi. Ah oui, oui. Lui, ça fait 1 an et demi qu'il était sorti de la fac, donc c'était vraiment... en tout cas, ma première expérience entrepreneuriale, non, mais c'est la première fois où moi, je suis aux manettes de l'entreprise, bien sûr. Et donc, c'est extraordinaire. C'est une chance inouïe que de voir son rêve se réaliser un peu plus chaque jour. Et je ne sais pas, sincèrement, ce que je pourrais faire de plus excitant, gratifiant que ce que je fais aujourd'hui. Et chaque jour, j'ai envie de voir jusqu'où on peut aller, jusqu'où on peut construire cette cathédrale, quoi. Combien de rangées de pierres on peut faire. Et quand on a un grand objectif comme celui-ci, on est obligé de recruter des talents. Alors quand on devient une grande marque, quand on devient un mot commun, un mot courant, etc., c'est aussi plus simple de recruter des talents parce que tu rayonnes et puis tu as une grande vision. Mais finalement, les talents, ils rejoignent une vision, certes, mais ils ont aussi un coût, ils ont aussi des exigences, ils ont aussi différentes choses. Comment vous faites pour rester concurrentiel face au fait de recruter des talents? Est-ce que vous avez ouvert votre capital à certains collaborateurs? Est-ce qu'il y a des mécanismes qui ont été mis en place en ce sens? C'est une vraie question que beaucoup se posent, qu'ils soient dans une phase de scale, dans une phase de croissance, ou qu'ils aient ou pas une grande vision. Et ça pourrait être intéressant d'avoir ton point. Oui, on a associé au capital un certain nombre de personnes qui travaillent dans les équipes. Jamais comme un substitut à la rémunération. On n'a jamais fait ça. Et donc, par exemple, on n'a pas mal payé des gens en leur donnant du capital à la place. Pas du tout. On a mal payé des gens, Fred par exemple, mais on ne lui a pas donné du capital à l'époque. On lui a donné entre-temps, après. Pourquoi? Parce qu'il nous a toujours semblé que la rémunération était la contrepartie du travail d'aujourd'hui et que la participation au capital était une projection entre l'entreprise et cette personne-là d'un futur dans la durée. Parce qu'évidemment, c'est des systèmes avec des vestings qui, sur plusieurs années, les systèmes de BSPCE qu'on utilise. Et donc, il est indispensable de se dire, est-ce qu'avec cette personne, on va construire de grandes choses, que cette personne va être clé dans la construction dans la durée. Et si c'est oui, alors il faut l'associer au capital, mais on ne peut pas le savoir au bout de 3 mois. Et si c'est non, alors, pour la remercier d'un travail normal, de qualité, il faut la rémunérer comme il se doit, et pour la remercier d'un travail exceptionnel, il faut lui donner une prime. Voilà. Et tous ces éléments sont à disposition des chefs d'entreprise pour moduler la manière dont ils interagissent avec les employés sur la partie rémunération capitale. Et donc, on a toujours payé les gens comme il se doit, à part quelques-uns au début. Et donc, on n'attire pas les gens avec du capital. C'est pas notre manière de faire. Des gens le font et ça fonctionne pour eux, super. Nous, on ne fait pas comme ça. Mais en revanche, évidemment, c'est un puissant moteur pour ceux qui y sont associés, parce que les possibilités de gain sont infiniment plus grandes que ce que peut ramener un salaire. Complètement. Mais c'est aussi, la condition à ça, c'est de ne pas donner un petit peu à tout le monde. Parce que si on donne un tout petit peu à tout le monde, en vérité, la probabilité que ça fasse des gros gains plus qu'un salaire, c'est pas tout à fait tenu. Complètement. Un autre point que j'adore évoquer avec les entrepreneurs qui ont passé les caps de 25, 50, 100, 200, 250 ou plus salariés, ce qui est votre cas. J'ai peur que tu allais dire en. Non, pas encore. C'est la culture. La culture, comment on fait pour la maintenir, la faire évoluer, mettre en place des rituels pour faire vivre les valeurs d'une entreprise et faire en sorte que les gens restent tous ensemble mobilisés. Donc,
C'est en l'occurrence, on en parlait tout à l'heure, que plus ou moins 75% de vos effectifs sont dans des bureaux, seulement 25% est plus ou moins en remote. Non, 100% en remote, 100%. pas plus ou moins. Ok. Du coup, comment tu fais pour garder cette culture présente, la faire vivre, évoluer, tout en gardant la vision claire de cette étoile polaire que vous visez? En fait, je ne crois pas qu'il y a une culture qu'il faut garder. Et encore moins que l'entreprise a une culture. Pourquoi? Je t'en parlais tout à l'heure, l'entreprise n'a rien. L'entreprise est un numéro au registre du commerce. Okay, donc elle n'a pas de culture, elle n'a pas de défaut, elle n'a pas de qualité, elle n'a pas d'ambition, elle n'a rien. C'est des gens qui ont ça. Et donc, c'est entendu que quand un groupe de personnes, de 3 personnes, interagit, c'est une culture. Mais ça ne peut pas être la même que quand c'est 250 personnes. Ça serait illusoire de dire on a une culture au début. Non, une culture, c'est pas 3 mots qu'on a mis dans un papier, au mur, Non, ça, c'est pas une culture, ça, c'est de la com. Okay, c'est pas ça la culture. La culture, c'est ce qui fait qu'on est ensemble, comment on agit ensemble. Et donc, on a beau dire il faut être ci, ou il faut être là, ou on est ci, ou on est là, ce qui est encore pire, ou l'entreprise est, c'est le comble. En fait, ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est la réalité de ce que font les gens. Donc dire, on est passionné, bon, si tu fais le tour des bureaux et que tu vois que des gens qui sont moyennement passionnés, et tu peux l'avoir écrit sur un mur, ça fait pas passionné, quoi. Passionné, c'est une manière d'être. C'est pas une phrase qu'on a écrite sur un mur ou sur un site web. Ça, c'est bidon, c'est de la com. Et donc, la première chose qu'on essaye de pas faire, c'est de la com. Sur ces sujets-là. Parce qu'on croit qu'il faut être sincère, et malheureusement, la com, c'est rarement 100% sincère, même si beaucoup de gens crieront au scandale en entendant ça, ils disent « mais non, la com, c'est sincère ». Bon, la réalité, la com, c'est souvent l'image qu'on veut projeter de soi, rarement la réalité de ce qu'on est. Nous, on essaye d'être, plus que de dire « voilà qui on est ». Et du coup, ce qui nous unit, c'est cette intense volonté de changer le quotidien financier des gens. Okay? Et pour ça, on est prêt à faire des choses qui sont difficiles, à se donner du mal, à aller chercher des solutions qui ne sont pas facilement accessibles, qui ne sont pas sur la table, qui ne sont pas déjà des chemins empruntés, et on est capable de le faire de manière répétée, dans la durée. Okay? Et pour ça, on a cette unité d'action. Mais c'est vraiment ça qui nous unit. Et on le fait de manière vraiment humble. Pourquoi humble? Parce qu'on voit bien que cette chose qu'on est en train de faire est infiniment plus grande que nous. Et donc on ne peut pas ne pas le faire de manière humble, parce que ça voudrait dire je pense que je peux le faire tout seul, et sinon je veux le crédit pour ça. Mais en fait, pas du tout, c'est pas possible, ça n'a aucun sens. Personne ne peut aller à la Banque Centrale Européenne et dire je veux faire une banque tout seul. C'est interdit par la loi. Donc, on voit bien l'absurdité de ce truc de dire non, en fait, c'est le collectif qui agit au service d'une mission. Cette mission, oui, elle est assez claire. C'est le produit, c'est le service, c'est la qualité du service. Mais pour autant, est-ce qu'on écrit quelque part? Non, on l'écrit nulle part. On le vit au quotidien, on le fait. Et tous les jours, on essaye d'améliorer des choses qui n'allaient pas la veille ou la fois d'avant. Et on a, par contre, alors tu parlais de rituel, donc on n'a pas de rituel, mais on a des méthodes de fonctionnement. Pas des rituels. Un rituel, c'est tous les mardis à 8h, on se réunit, on fait rien de tout ça. Mais en revanche, on a une manière de traiter la connaissance qu'on crée de manière écrite. Donc, dans la mesure du possible, tout ce qu'on fait, on le met à l'écrit. Ça a plusieurs avantages. D'abord, c'est traçable. Or, on est dans une industrie hautement régulée avec des gens qui sont des gens sérieux qui viennent faire des audits. Et donc, pourquoi cette chose est comme ça? Pourquoi vous avez pris cette décision? Mais comment on va s'en souvenir 5 ans après si on n'a fait qu'à l'oral? C'est impossible. Et donc, le seul moyen d'être sérieux et fiable, finalement, et digne de confiance demain, pas simplement pour nos clients, mais aussi pour
le régulateur, la Banque Centrale Européenne ou la Banque de France, la CPR, c'est d'être très, très, très précis sur la documentation, les processus décisionnels, les processus de contrôle, les processus de notification, le traitement des données, toutes ces choses-là doivent être extrêmement précises. Donc, pour que ce soit précis, il faut que ce soit écrit. Parce que quand c'est écrit, plusieurs personnes peuvent regarder, et on peut itérer. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très très fort. Autre chose, on écrit tout en anglais, depuis toujours. Enfin, presque toujours. Je crois qu'on a décidé de tout écrire en anglais, on était 5. Pourquoi ? Parce qu'on s'est dit, demain, on va intégrer des gens qui ne sont pas francophones. Qu'est-ce qu'on fait ? On traduit tout ce jour-là ? Ok. Écrivons dès le début en anglais. Et donc comme ça, on a une langue de travail commune qui peut fonctionner pour tout le monde. Alors peut-être demain, ça sera plus nécessaire, on pourra utiliser de la Gen AI pour tout le monde et chacun écrira dans sa langue. Et ça sera accessible à tous dans sa langue. Mais nous, on a pris ce pari en 2015, je pense, ou 2014 peut-être, même 2014, d'avoir une langue commune de travail. Sur les outils, on essaye d'avoir le moins d'outils possible et de les pousser le plus loin possible. Pourquoi ? Parce que plus on utilise un outil puissant et plus on va profond dans ses capacités, plus on est capable de tirer de la valeur. Et donc ça va avec la frugalité. Le prix de la licence, c'est le même. Mais par contre, je peux faire 15 choses, je vais n'en faire qu'une. Et plus je l'utilise et plus je le comprends. Et plus il est adopté. Parce que quand il y a 15 outils, un il picore là, l'autre il picore là, et finalement, personne n'est vraiment très à l'aise, à fond avec l'outil. Alors quand on a moins d'outils, un au lieu de 15, c'est beaucoup plus facile. Et donc ça permet d'agir plus vite et d'être plus précis, d'avoir des templates qu'on utilise, d'avoir des bases de données qu'on réutilise. Et donc ça évite de faire de la création artistique à chaque... Voilà, on fonctionne comme ça, beaucoup. Et on fait pareil sur la partie produit. On itère en permanence avec des cycles d'itération très courts et avec beaucoup d'interactions des clients. On a évidemment nos propres clients, on a autour de nous des clients, mais aussi on a des milliers de clients qu'on sonde en permanence et qui interagissent avec nous, qui ont dit d'accord pour le faire. Et donc toutes les semaines, on a une nouvelle version de l'application qui est Lydia et Sumeria, qui est mise à jour dans le store. Donc ça impose d'être vraiment en permanence en train de chercher l'amélioration. Et donc on voit bien, c'est un processus qui est chez nous très important, que la remise en question permanente. On a, par exemple, vers la fin des années 2010, donc 2019, 2020, 2018, 2019, 2020, réécrit une grosse partie, ou changer, donc créer une grosse partie du code, et changer quasiment tous nos outils, y compris les outils RH, de paye, compagnie, pour être sûr d'être toujours à la pointe de ce que la technologie permettait. Parce qu'on voit bien que beaucoup de ces grands groupes dont on dit qu'ils ne sont pas agiles, ne sont pas agiles parce que leur système d'information est basé sur des couches et des couches et des couches qui sont empilées, sédimentées. Et aujourd'hui, celui qui veut toucher un fil, c'est la catastrophe, il a peur de tout faire casser parce qu'il y a des systèmes que même personne ne sait comment ils ont été écrits. On fait venir des gens de la retraite pour essayer de changer un petit paramètre. Donc, c'est une catastrophe, en fait, ça ankylose. Et donc, pour être capable d'être toujours agile, de délivrer toujours la meilleure valeur, il faut tout remettre en question régulièrement, y compris ce qui fonctionne. Ce qui ne fonctionne pas, il faut le faire en urgence. Et avec, encore une fois, une approche scientifique. J'essaye quelque chose, je sais ce que je veux obtenir. Si ça ne marche pas, je change l'expérience, j'ajuste ou j'arrête. Mais ce qui fonctionne aussi, il faut le remettre en question, régulièrement. Parce que, évidemment, les paramètres environnementaux évoluent. Et donc, si ce qui est possible change, et que moi, je garde mon bloc, demain, je vais me faire dépasser par quelqu'un qui va utiliser des nouvelles possibilités pour aller plus vite que moi. Voilà, c'est vrai sur tous les systèmes, c'est vrai en ce moment avec l'intelligence artificielle générative. Complètement. L'IA est un sujet aujourd'hui dans votre quotidien ? Alors l'IA a toujours été un sujet dans notre quotidien. L'IA générative beaucoup plus depuis quelques années maintenant, mais l'IA toujours, puisque dans les établissements bancaires, que ce soit sur les sujets de risque, que ce soit sur les sujets de fraude, que ce soit sur les sujets de vérification d'identité, exactement. Les outils d'IA, de machine learning, de big data ont toujours été présents. Et donc, ils ont été toujours présents chez nous aussi depuis le début. Je crois que la première personne data qu'on a embauchée pour faire du big data, de
machine learning, c'est en 2015, donc assez tôt dans le déploiement de l'entreprise. Et donc, oui, aujourd'hui, c'est des sujets qu'on continue de renforcer et avec une grosse activité autour de l'intégration de l'IA générative et pour améliorer notre capacité à traiter en interne plein de choses, que ça aide de la conformité à service client, mais aussi en externe, dans les interfaces avec nos clients pour des outils d'assistance, mais bientôt aussi pour des outils d'action. Je pourrais parler avec mon application pour lui demander de faire des choses, parce qu'on a une confiance assez élevée dans le fait que l'interface de demain et un demain assez proche ne sera pas des beaux menus, mais ce sera du conversationnel, parce que, encore une fois, le conversationnel est beaucoup plus inclusif et accessible à tous que les beaux menus. Clairement. Ce que je retiens tout à l'heure par rapport à la partie culture, et c'est, je pense, le plus important finalement dans une culture. C'est drôle, tu me disais, on n'a pas vraiment de culture et autres. Non, on n'écrit pas sur les murs, je dis. Voilà, exactement. Mais on le fait. Tu as évoqué plein de choses. Et c'est ça, c'est vous l'incarnez plutôt que de le clamer. Et c'est, je pense, le conseil le plus important et qu'on ne dit pas assez souvent quand on parle justement de culture d'entreprise. Et merci de l'avoir partagé. J'ai une dernière question pour toi. Merci déjà pour tout ce qu'on a pu voir aujourd'hui. C'était un épisode extrêmement riche, extrêmement dense. Et puis, hâte de voir la suite parce que même si c'est une success story et pour beaucoup, on pourrait se dire qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été accomplies, je le ressens, je le vois et c'est juste une phase, une étape. Et tu le disais, c'est maintenant que c'est encore plus excitant, que ce soit pour toi, pour ton associé, les équipes et tout ce que vous mettez en place. Au-delà de la cathédrale, on dit un truc il n'y a pas longtemps. On a fait les 195 premiers mètres comme des princes. Et ça, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on ne court pas un 200 mètres, on court un marathon, il reste 42 km. Quoi. Voilà. Belle métaphore. C'est ça la réalité. Donc on est évidemment extrêmement satisfait de ce qu'on a construit jusqu'à maintenant, même s'il y a eu des hauts, des bas, des difficultés, et ça, c'est le chemin normal. Mais on voit bien qu'il y en a beaucoup plus devant que derrière. Quoi. Merci pour ce moment de partage et, et cet échange. Avant ma dernière question, si vous êtes encore là, et je sais que c'est le cas, eh bien, n'oubliez pas de liker, partager cet épisode si vous avez eu autant de plaisir à le consulter que je l'en ai eu à l'animer. Si vous êtes sur une plateforme d'écoute, eh bien, nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme préférée. Cyril, dernière question pour toi. Est-ce que tu peux nous partager le déclic qui a fait toute la différence dans ta vie, dans ta carrière, que tu n'as pas partagé encore dans le cadre de cette interview, que peut-être tu n'as jamais partagé dans aucune interview? Ça peut être une simple phrase, une citation, une anecdote, quelque chose de positif, moins positif. Peu importe, tu as carte blanche pour le mot de la fin. Alors, c'est une anecdote. C'était quand j'étais étudiant à l'ISG et c'était évidemment une période où j'étais beaucoup dans des boîtes de nuit. Comme tout étudiant qui se respecte, fait partie de la vie étudiante que de sortir. Et il y avait un étudiant dont je voyais bien qu'il n'était pas le plus beau de la classe et il n'était pas non plus le plus rien, mais il était toujours avec des filles extraordinaires, mais vraiment extraordinaires. On ne peut pas rentrer dans les détails, mais vraiment c'était dingue. Et moi, ça me fascinait. Je me disais, mais comment est-ce qu'il fait ? Et moi, je n'étais pas aussi doué que lui, clairement. Je voyais bien que je n'arrivais pas à trouver la solution qui m'aurait permis d'avoir ce niveau-là de réussite dans la conquête féminine. Et donc, j'ai fini par aller lui demander, parce qu'on était devenus potes entre-temps, c'est assez dans les premières semaines, premiers mois. Et il m'a dit quelque chose qui était assez déroutant pour moi. Il m'a dit, tu vois, donc on était dans une boîte de nuit très connue à Paris, où il y avait beaucoup de jeunes mannequins qui étaient là. Et il me dit, tu vois, cette jeune fille, tu trouves qu'elle est magnifique? Je dis, ouais. Et il me dit, d'après toi, pourquoi elle est là? Ben, je dis, ouais, pour s'amuser. Et toi, pourquoi tu es là? Ben, pour s'amuser, ouais, aussi pour trouver quelqu'un, quoi. Je dis, oui. Il dit, ben, elle aussi. Sauf que, tu vois, toi et plein d'autres garçons qui sont là,
Vous vous dites, oh, regarde comme elle est belle, vous en parlez toute la soirée, mais il n'y a personne qui va lui parler. Et donc, résultat, elle va rentrer chez elle toute seule, elle va être triste. Toi aussi. Et tu vas peut-être raconter toute la soirée que franchement, le monde est horrible et t'en veux. Parce que c'est jamais sur toi que ça tombe. Et donc, peut-être, tu devrais aller lui parler. Et bon, c'est évidemment, je pense, le meilleur conseil que j'ai jamais reçu, qui est de dire, finalement, si ça ne t'arrive pas, peut-être que c'est à cause de toi, quoi. Et donc, bien sûr, tu vas y aller, et la plupart du temps, tu vas pas réussir. Mais le nombre de fois où tu vas pas réussir sera très vite effacé par les quelques fois où tu vas réussir. Et ces quelques fois où tu vas réussir, c'est mathématiquement infiniment plus élevé que si tu n'avais rien fait. Et finalement, c'est un peu la même chose quand on entreprend. Voilà. Donc c'est ça mon déclic. Merci. Le déclic de boîte de nuit. Merci. Merci.